Vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores avec moi, Mathieu, et j'ai avec moi mon gros dodu, mon deuxième moi-même, mon équivalent négatif, Max. Comment ça va, Max? Ça va super bien. Toi, ma petite carotte d'année d'amour. Crotte d'année d'amour, hey, c'est un beau compliment que tu Ouais, ben je te trouve collant, fait que... Ah oui, je suis clairement, c'est pas pour ça que c'est toi qui me colle tout le temps. Hein? Fait que tu vas bien. Oui, je vais bien, pour une fois que tu me le demandes spontanément. Oui, je vais bien. C'est Écoute, pas parce que ça m'intéresse, mais... ouais, c'est ça, tu sais. Faut que tu fasses semblant, faut qu'on fasse semblant d'être amis, mais dans le fond, personne ne sait, mais on saillit la face, là. Hein, tu me parlais dessus? Non. Ah, ok, c'est bon. Bref, comme je le disais, cette semaine on critique le film Man of Steel, Superman pour ceux qui veulent comprendre. Un film 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, ouais, mais on a essayé de boucler la boucle. Puis on a fait tous les films de DC, de l'univers actuel de DC, sauf le premier de la officiel de l'univers qui est Man of Steel, donc on a essayé de se rattraper. C'est le seul qui nous manque à date, puis après ça, ben là, il y a Justice League, mais c'est sûr qu'on va le critiquer. Ouais, on va le critiquer dans d'ici un mois quand il va sortir, on va le critiquer. Ouais. Et cette semaine, on va parler entre autres de Dora. On va parler d'un spin-off. on va parler aussi de. On va parler de Venom aussi. Venom aussi, c'est le mot que je cherchais. Voyons, Merci. Matt, si tu te cherches. Ouais, je sais, c'est moi là, je suis fatigué. Là. Je voulais le dire, j'ai un nouveau travail, puis ça me gobe beaucoup d'énergie. Mais je suis là et j'ai encore assez d'énergie pour faire notre émission. Alors, sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Hey, by the way, t'as-tu venu de peinturer chez nous? Les chroniques. Alors, on commence dans les chroniques avec ce qu'on a vu et écouté. Alors, Max, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? J'ai fait du rattrapage. Du rattrapage. Ouais, c'est T'as enfin écouté Lucifer les 2 premières saisons. Non, j'ai dit je vais écouter quoi de bon. Fuck you, c'est fucking bon. Oui, c'est bon. Ouais. En tout cas, j'ai fait du rattrapage sur des films que j'avais jamais vus, puis que, tu sais, sont souvent été vraiment... Il y a des films que t'as jamais vus. Ben oui, comme toi. Fait que c'est ça. Fait que c'est tous des films qui étaient vraiment acclamés par la critique, puis je suis allé voir... Ces derniers temps, j'ai comme un trip de vouloir écouter des films avec un punch de fin de malade mental. Et j'ai écouté... Je vais commencer avec un que j'ai pas aimé. Ah, sans surprise. C'était David Fincher qui avait réalisé ça, puis je regardais dans le fond la filmographie de David Fincher, puis je voulais voir... Ben, en fait, je voulais écouter ce que j'avais pas vu de ce réalisateur-là, parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pas vu Millennium, mais j'ai aucun intérêt. Fait que, c'est peut-être bien bon, là. Mais en tout cas, bref, j'ai écouté The Game. The Game, dans le fond, c'est avec Michael Douglas. Et dans le fond, l'histoire raconte que son frère, incarné par Sean Penn, amène une lettre comme. C'est comme un certificat cadeau. Et Sean Penn, dans le fond, Michael Douglas est un homme vraiment riche là-dedans qui vaut au-dessus de 600 millions. Mais il est super blasé, il est super pas sympathique. Il est bête, là, tu sais, il est comme morose un peu. Puis son frère, il fait, ben écoute, je t'offre ça. Je sais que tu sais pas ce que c'est, mais comment tu vas offrir quelque chose à un homme qui a déjà tout? Fait que l'histoire, la prémisse de départ commence avec ça. Et Michael Douglas finit par aller dans d'aller où qu'il y a la place pour le certificat cadeau pour l'encaisser. Et ils vont faire comme une multitude de tests et il va se ramasser à se retrouver comme... sa vie va comme être chamboulée de A à Z. Il va être brassé de gauche à droite. Il va y arriver des événements plus loufoques un de l'autre puis qui vont amener à se poser des sérieuses questions sur sa propre vie et à se demander est-ce que tout ce qui se passe est vrai ou pas. Je dirais pas le punch de fin parce que si vous intriguez, ça vaut la peine que vous allez l'écouter. Mais il est pas bon. Mais j'ai vraiment... tu sais, quand on dit souvent que la fin représente souvent l'intérêt du film, Ouais. ben ce film-là, la fin m'a franchement déçu. J'ai pas eu le oh shit. Ça fait come on. Par contre, Michael Douglas, c'est tout un acteur. Oh oui, il est super bon là-dedans. Puis le film, il est vraiment... Sean Penn aussi. Là. Ouais, il est pas vraiment là, ça qui arrive. Mais visuellement, le film, il tient vraiment encore la route. Je l'écoutais en HD, puis il est vraiment beau. Sinon, j'ai écouté Primal Fear. Là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Max? C'est le premier vrai rôle. En fait, c'était son deuxième rôle, mais c'est son premier rôle au cinéma à Edward Norton. Oh. Avec Richard Gere. Oh, ok. Ça, fait que c'est quand même de la grosse pointure. Et dans le fond, on rencontre l'histoire de deux avocats, une avocate et un avocat qui est incarné par Richard Gere, pas l'avocate. Ok. Et dans le fond, Edward Norton se fait trouver pour avoir... c'était comme le principal suspect à avoir tué un cardinal ouais, rien de moins. Rien de moins. Et dans le fond, Richard Gere va croire tout le long en son client qui est Edward Norton en disant ben moi je sais qu'il ment pas. Puis le film va prendre une twist quand on va apprendre un peu ses états psychologiques du personnage, ce qui va changer la dynamique du film. Et le twist de fin m'a fait comme oh fuck, c'est bon. Mais c'est très politique comme film dans le sens que
c'est beaucoup de moments qui se passent en cours, tu sais. Fait que il y a des débats, puis il va falloir qu'ils vont. Richard Gere va tout faire pour trouver des bonnes preuves pour pouvoir débattre devant le jury. Fait que c'est ça pour Primal Fear, j'ai trouvé ça super bon. Et pour un premier rôle, Edward Norton était nominé aux Oscars après ça. Mais Edward Norton, c'est quelque chose aussi. Là. Là, c'est une grosse pointure, c'est juste qu'il ça a l'air qu'il est incontrôlable, ça. Ah oui. Pour finir, j'ai écouté un autre film vraiment acclamé par la critique. Là. Il y en a qui il est souvent nommé. C'est Bryan Singer qui avait réalisé ce film-là. Et c'était avant sa phase X-Men. Fait que c'est comme je pense que c'est 3 ans avant. Et le film s'appelle The Usual Suspect, qui va être montré comme un groupe de 5 personnes qui sont pas des gangs de rue, mais comme pas de la mafia non plus, entre les deux. Ok, ouais. Et ils vont se ramasser à attaquer un bateau. Et dans le fond, tout le long, ils vont essayer de se sortir d'un plan qui vire mal. Et Kevin Spacey, qui oui, il joue là-dedans, c'est un des acteurs principaux, va conter l'histoire au commissariat de qu'est-ce qui s'est passé au moment du bateau. Et écoute, le twist de fin, moi je l'ai deviné un peu à la fin, juste un peu avant que la fin arrive. Mais écoute, si tu le vois pas venir, c'est juste malade mental comme film. Puis il y a Benicio del Toro, je sais pas si je le dis comme il faut, qui était vraiment jeune à cette époque-là, genre pas de bébé quasiment. Là. Je l'ai quasiment pas reconnu, il a fallu que je tape le wiki de ce film-là pour pouvoir savoir que c'était lui. Je fais oh shit, ok, je l'avais même pas reconnu. Bref, c'est vraiment un bon film. Ce film-là m'intrigue beaucoup. Je l'ai jamais vu, puis tu m'as donné le goût de le voir. Ça fait penser, j'ai parlé récemment avec mes colocs d'un film que j'ai pas retrouvé le nom encore. Faut que j'aille checker. C'est un film de Kevin Spacey. C'est un peu dans le même genre. C'est un film que la twist, à la fin il y a une twist, puis tu t'y attends pas. Puis d'abord c'est Kevin Spacey qui son personnage est accusé d'avoir tué sa femme. Puis le film se déroule à la cour. Il y a une avocate qui le défend. Puis le long, elle acclame son innocence. Puis lui dit qu'il est innocent. Oui, c'était bon ça. Puis à la fin, il y a une méga twist. Puis t'es comme. Oui, ça fait longtemps. J'avais vu ça au secondaire. Puis ça m'avait marqué. Là. Ces genres de films, t'es comme. Ben voyons donc. Oui, je pense que c'est parce qu'il couche avec une fille dans une toilette. Puis la fille, dans le fond, avait tout. En même temps, il y a un mauvais message là-dedans. Elle a fait exprès pour que lui couche avec. Mais elle a fait tout pour que ça a l'air d'un viol. Fait que lui, il est accusé injustement. Genre, il a peut-être fait de l'adultère, mais là, il se ramasse en prison. Et en tout cas. La twist à la fin est folle. Là. Ça m'avait marqué. C'est un vieux film quand même. Il date. Là. Je me rappelle quand je l'avais vu au secondaire, je voyais que c'est quand même un vieux film. Là. Ouais, je pense qu'elle a une vingtaine d'années, là, facilement. Là. Facilement. Mais c'est le genre de film que t'écoutes. Puis à la fin, tu te poses des questions. Oh, ouais, même éthique. Là. Éthique, ouais, voilà. Toi, t'as écouté quoi cette semaine? Moi, à part mes séries habituelles, parce que comme tout le monde le sait, ou ceux qui m'écoutent régulièrement savent, j'écoute beaucoup de séries. Quand il y a des trucs intéressants, j'en fais mention. Mais cette semaine, il n'y a pas grand chose à dire intéressant sur mes séries. Mais j'ai vu un film, puis j'ai commencé une nouvelle série que j'avais déjà vue. Donc, je commencé avec le film. J'ai vu le film Chuck, qui est une des nouveautés du moment, qui est sorti avec le vidéo. Chuck, dans le fond, c'est la vraie histoire derrière le personnage de Rocky Balboa. Tout le monde ben, je sais pas si tu as déjà. Ah oui, je pense que c'est un documentaire ou Non, c'est un biopic sur le boxeur Chuck Wagner, qui est dans le fond, c'est de lui que Sylvester Stallone va s'inspirer pour écrire le personnage de Rocky Balboa. Il va pas refaire le Rocky, c'est pas la vie de Chuck, le personnage est inspiré de Chuck, mais c'est pas Chuck. Et ce film-là, dans le fond, raconte l'histoire de Chuck. C'est un boxeur à New York qui va devenir le champion poids lourd et qui va affronter Mohamed Ali et qui va tenir 15 rounds. Ouais, c'est ça, exactement ça. Il va tenir 15 rounds contre lui. Il va flancher à 15 secondes de la fin, ce qui va faire en sorte qu'il ne sera pas champion du monde. Mais pour tout le public américain, il va devenir une idole, une célébrité, parce qu'il va avoir tenu tête au grand champion de la boxe. Il était un noir. Et ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de blanc qui dominait la boxe. Donc il est devenu une célébrité. Et on suit son histoire, c'est des bords, tout ça, parce que ça va y enfler la tête. Et il va commencer à dépenser son argent. Il va faire des défis caves, genre boxer contre un ours. Et il va finir par croiser Sylvester Stallone, qui va créer Rocky à partir de lui. Je veux word un peu. Il se bat contre un ours. C'est que le film commence qu'ils disent que ceux qui connaissent Chuck savent qu'il est prêt à tout, qu'il n'a pas peur de rien, puis qu'il peut encaisser des coups.
Puis de temps en temps dans le film, il t'apprend des événements, puis il dit tout ce que vous allez entendre, c'est vrai. On dit beaucoup de choses sur moi, mais tout est vrai. Puis à un moment donné, t'as une scène où il boxe contre un ours, puis c'est l'ours Victor, c'est un ours qui a joué dans des films au cinéma à cette époque-là. Puis il voulait faire un combat de célébrité, fait que c'était lui contre l'ours. Ah, ben ouais. Oui, mais l'important de ce film-là, c'est de suivre ce personnage-là, puis aussi, c'est intéressant la perspective qu'il donne dans le sens que le film Rocky est sorti après, ben, avant qu'il sache. Il l'a su après que le film soit sorti, que c'était sur sa vie. Et au début, il va bien le prendre, puis il va finir par mal le prendre. C'est intéressant comme développement, parce qu'au début, il fait ah, il y a un film sur ma vie, c'est bien cool. Mais à force du temps, il va réaliser que ce film-là est en train de le nuire, dans le sens que tout le monde pense que c'est lui, puis ça fait enlever la tête, puis il s'imagine, il est comme dans une autre réalité. Puis son personnage va prendre beaucoup de maturité avec le temps, même si au début du film, il est très âgé. Mais le film est très bon, puis l'acteur principal qui joue, c'est Lee Schneider. Lee Schneider, c'est un acteur très bon que j'avais beaucoup aimé dans Goon 1 et 2, puis j'avais découvert dans Wolverine d'origine. Ouais, qui jouait le frère de Il jouait le demi-frère de Logan. Et il est aussi dans une série très, très populaire en ce moment qui est Ray Donovan, que je me suis promis d'écouter bientôt parce que l'acteur m'a vraiment donné un coup de cœur dans ce film-là. Puis c'est vraiment profond. À la fin, tu sors de ce film-là. C'est un peu comme que j'avais écouté le fondateur avec Michael Keaton sur la création de McDo. À la fin, je me suis posé des questions, je me suis mis à réfléchir. Quand le film est fini, je suis resté assis dans ma chaise, puis pendant plusieurs minutes, il y avait un silence, puis je réfléchissais. Est-ce que t'as pleuré? J'ai pas pleuré, mais j'ai eu des émotions. J'aime les biopics parce qu'on va chercher des histoires vraies. Mais c'est pas les mêmes émotions que si tu regardes un Big Mac. Genre. Ok. Belle comparaison, mais ces films-là, ce genre de film-là, des fois, je peux pleurer, je peux rire, je peux sentir quelque chose de profond qui vient de me chercher. Puis c'est un film que je conseille en ce moment. Si vous voulez écouter un film cette semaine ou bientôt, écoutez Chuck, c'est vraiment bon. Puis moi, je suis pas un triple de boxe, je sais le préciser à la base. J'ai écouté Rocky comme plusieurs jeunes de mon âge à l'époque, puis c'est sorti. Je pense que j'étais jeune, c'est le troisième qui est sorti à peu près, le deuxième. Dans les années 80, les premiers Rocky? Le premier, c'est genre 80-82. Ouais. Puis le quatrième, c'est genre début 2000. Puis après, il y a Creed qui est sorti récemment. Ben, le plus récent, je pense, si on parle de Rocky, Ouais. je pense que c'était Rocky Balboa en fin 2006-2007. Ouais, ben ça, c'est le dernier, ouais, c'est ça. Que j'ai pas vu, c'est celle que j'ai C'était pas vu. vraiment bon, hein. Ah oui, il était bon. Ah oui, il était On m'avait dit que c'était vraiment bon. moins bon de la gang. Ah Là. non, c'est pas vrai du tout. Écoute, spoiler alert, je peux te le dire. Ouais. C'était ce qui était le fun, c'était de voir Rocky qui gagnait pas nécessairement à la fin. Mais dans sa tête, dans son cœur, il avait gagné. Je sais que ça a l'air comme cheap, là, mais... Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la philosophie de Chuck. Chuck, il dit moi, je me bats pas pour la victoire, je me bats pour prouver que je suis capable, ouais, c'est je ça. suis capable de tenir. Puis toute la philosophie de Rocky est basée sur lui. Puis c'est vraiment intéressant. Écoute Chuck, tu vas voir, c'est comme si tu écoutais Rocky. Est-ce que le personnage d'Adrienne est existant quelque part? Ou... Adrien, c'est qui déjà? Adrienne, c'est la blonde de Rocky. Adrien! Elle est basée un peu sur la deuxième femme de Chuck, mais il y a des différences vraiment. C'est vraiment concentré sur Chuck, puis un peu sur ses passages autour, dont son entraîneur, qui joue par un acteur que t'aimes beaucoup. C'est lui qui fait Hellboy. Ah ouais, Ron Perlman. Ouais, c'est lui qui fait, il fait l'entraîneur de Chuck, Ah. qui a genre la gueule, c'est genre un accent boxeur. Pourquoi Puis, ça a pas sorti au cinéma? aucune idée, mais je pense que c'est un film considéré comme indépendant, je crois. Parce que le réalisateur, il me semble qu'il me disait rien. Donc je pense que c'est un film indépendant, puis, mais il a gagné des prix. Là. C'est le genre de film qui passe sous le radar, mais qui est super bon. Ok. Donc, Qui va devenir culte par lui-même. Là. probablement, ou qui va juste pour soit les nostalgiques d'une autre époque qui aimaient beaucoup Rocky, découvrir l'origine. Ou moi, je savais même pas que Rocky était basé sur quelqu'un à la base. Je sais pas si tu le Moi, savais. je le savais, mais écoute, ça fait pas des années que je le sais non plus. Non, mais tu sais, ça faisait des années que j'ai pas vu Rocky. J'ai pas vu le dernier. J'avais vu les autres quand j'étais jeune. Comme je dis, je trippais pas sa boxe, mais je trouvais ça intéressant, l'émotion, tout ça qu'on voyait. Le personnage était vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, dans le film, je l'ai déjà dit, mais on voit Sylvester Stallone, mais il est joué par un acteur qui ressemble à Sylvester Stallone. Ah ouais, ok. C'est la première fois que je voyais ça. Je trouvais ça... C'est un drôle de contraste. Ouais, je trouvais ça spécial. Je suis curieux. Ouais, mais écoute, le film est vraiment bon. Pour continuer, j'ai écouté une série que ça faisait longtemps, des années que j'avais pas écouté, parce que mes colocs se sont mis à la réécouter. Et vu qu'ils écoutent ça au même salon que moi, j'ai pas eu le choix de l'écouter avec eux dans un certain sens. Et ça m'a donné le goût de la réécouter, puis c'est une très bonne série. Oh ouais, c'était vraiment là, moi c'est une de mes séries préférées. À l'époque, j'écoutais ça à la TV à chaque semaine quand ça sortait. C'est une série comme ça que j'écoutais, je trouvais ça bonne. Puis je ne restais pas qu'elle était aussi bonne quand j'étais plus jeune. Ben, je pense que ce qui le rend meilleur, c'est d'écouter back-à-back, genre. Oui. C'est bizarre, là, mais... Tu vois bien l'évolution des... C'est comme les Simpsons, des fois, c'est bon de les écouter back-à-back. Hey, by the way, excuse-moi, ça dérange qu'on fasse une mini-parenthèse? Oui, c'est mini. T'as-tu entendu la nouvelle voix de Homer Simpson? Pas encore, je voulais l'écouter, justement. J'ai écouté un épisode de lui avec la nouvelle voix. Ah non?
Écoute, je comprends les raisons pourquoi que Il est malade. Ouais, c'est ça. Puis écoute, c'est ultra justifiable. Mais pas sûr. Pour information, Hubert Gagnon qui fait la voix de Homer depuis la saison 1 des Simpsons au Québec. Malade, ouais. Puis il fait aussi la voix du grand-père, donc aussi la voix du grand-père va avoir une autre voix. Je suis pas capable d'imiter. Non, il est malade, fait que cette année il prend du repos, fait que la nouvelle saison qui sort va être doublée par un autre doubleur, mais c'est un spécialiste au Québec, et j'ai oublié son nom, mais il a dit qu'il avait travaillé sa voix pour ressembler le plus possible à Hubert Gagnon, donc c'est censé... il ressemble aussi, c'est le vrai Chuck de nos jours parce qu'il est pas mort Chuck. Okay. Parce qu'il regarde le Wikipédia de Chuck. Philippe Parlado, c'est un Québécois qui a réalisé ton film, man. Ah, j'avais pas remarqué. On le connaît pas. Regarde, calme-toi là. Ah ouais, c'est un Québécois. Ah ben oui. Ok, écoutez, désolé, on découvre de quoi, mais c'est le réalisateur Philippe Tarlardo qui a fait ça. Qui est né à Hull. Ah ouais, écoute, tu peux pas avoir plus québécois que ça, là. Ah ben. Juste pour donner une idée, qu'est-ce qu'il a fait. Tu sais qu'il avait fait Guy Boss avant-guerre, le Monsieur Lazare. Écoute, c'est lui ça! Ouais, c'est lui. Ah! Ouais, ça paraît, on le sent, l'émotion. Il était bon de. Il est bon de faire des films avec des émotions. Excuse-moi. Pour revenir à ce que j'ai pas encore nommé, c'est Dr. House. On avait-tu fini notre parenthèse sur les Simpsons? Ouais, on avait. Ben, tout ça pour dire que, écoutez-le, vous allez voir, c'est perturbant, mais si tu veux saigner des oreilles, écoute la version française. Des Simpsons? Ah, c'est épouvantable. La voix d'Homer, là. Oh my god. C'est comme si tu grattais un tableau avec tes doigts. Ok. Ah, c'est. Je cherchais juste une parenthèse rapidement. Je cherchais une des chansons qu'Homer chante dans les Simpsons parce que de temps en temps il chante des chansons. Il y en a une, c'est à un moment donné, il écrit une tune de Noël ou qui chante qu'il aime pas Ned Flanders puis c'est le pire voisin au monde. Puis il a fait une chanson là-dessus. Puis je la cherchais sur YouTube puis je la trouvais pas en québécois. Puis j'ai fini par me dire ok, je vais écouter en français de France, ça va pas SCP. Oh my god! Le doublage est vraiment pas pareil. Puis aussi les répliques sont. Ah, ça m'a tellement bugué. Mais c'est la preuve que c'est le genre de série qui s'adapte à la culture. Bref, la série que je parlais, c'est Dr. House, pour revenir à mon sujet. Attends une minute. Ah, sacrément! L'acteur qui incarne Sylvester Stallone dans ton film Chuck, Ouais. Tu c'est connais? lui qui jouait dans Brume, puis c'était le pire acteur de la série. C'était épouvantable, il est pas bon. Pour vrai? En tout cas, je sais pas dans. Mais dans le film, on le voit pas beaucoup, mais on le voit quelques il y a des reprises. raisons, d'après moi. Mais là. il ressemble vraiment à deux gouttes d'eau à Sylvester Stallone à l'époque, là. Et ils l'ont Ouais, coiffé, c'est puis tout, ils ont mis les cheveux frisés, puis tout, mais je te jure, il ressemble. Puis il y a l'attitude, puis ça, mais on le voit pas beaucoup, hein, il est très secondaire. Mais c'est le seul acteur réel qu'on voit dans le film, à part les personnages du film. Mais ouais, tu vois l'image, là, ouais. En tout cas, bref, fait que Dr. House. Ouais, Dr. House, merci de reprendre le sujet. J'ai écouté les 4 premiers épisodes de la saison 1. Ça faisait des années que je l'avais pas vu. C'est pas son look dans le film. Il cherche. En tout cas, bref. Et ça faisait des années que j'écoutais ça au secondaire. Puis je me suis mis à écouter ça. Puis j'aime beaucoup le personnage de Dr. House. Je le trouve vraiment. Je sais pas si tu savais, mais il est basé sur Sherlock Holmes. Là. Ouais, ben clair. Puis on le sent beaucoup dans sa façon d'agir, sa psychologie, puis ses répliques. Le fait qu'il soit dragué aussi. Ouais, aussi, mais c'est un des caractères, mais dans le sens que dans la série, il est obligé de faire 4 heures de consultation chaque semaine dans l'hôpital pour des simples patients qui attendent dans l'urgence. Il aime pas ça, mais il fait tout le temps ça rapidement, puis il est tout le temps sec et bête quand il fait ses interventions. Mais t'as commencé de où? T'as-tu commencé du début? Ouais, du début, ouais. Ah, ok, fait que là, tu vas te taper combien? Genre, je pense qu'il y a 8 saisons. Ouais, il y a 8 saisons. Je sais pas, je monte jusqu'au bout. Je me Mais suis pas rendu au bout. J'ai écouté, je pense, les 5 premières, j'étais plus capable. je sais que les 3 dernières saisons sont en déclin en termes de qualité. J'avais Ouais, vu c'est ça. parce que les acteurs de base disparaissent au fur et à mesure. Fait que ça enlève un peu le charme de l'équipe de base. Je sais qu'on a essayé de faire un spin-off puis ça a pas marché. Mais tu sais, la structure d'un épisode de Dr. House, ça résonne tout le temps la même. Il arrive un patient au début qui fait le pas bien, qui arrive avec un événement grave. Il y a le premier diagnostic qui finalement réalise qu'il n'est pas bon. Ouais. Là, après ça, il va avoir l'enquête. Puis après ça, il va avoir un deuxième diagnostic qui est pas bon. Puis après ça, il va avoir un déroulement sur la continuité de la série. Pour finir, que Dr. House va avoir un flash. Puis qu'il va régler le problème. Mais c'est tout le temps de même. c'est vrai, les 4 épisodes sont conçus de même. Il y a comme un petit quelque chose de réconfortant là-dedans. J'aime ça pour vrai. On dirait que je suis comme je suis content. T'sais. Mais ça m'appelle un peu le concept de Columbo. Les Columbo sont construits toujours de la même manière. L'épisode commence, t'as la scène du crime, fait que tu sais qui a fait quoi. Ouais. Puis après, t'as Columbo qui, étape par étape, va refaire le fil conducteur des événements. Puis il va toujours procéder de la même manière. Il va poser des questions. Puis, en tout cas, il y a une procédure, mais c'est vraiment pareil chaque épisode. Puis j'aimais ça, puis c'est réconfortant comme tu dis. C'est con, hein? Ouais. Mais j'aime ça, moi. J'aime des fois. Tu sais, c'est comme écouter un épisode des Simpsons avec le gag du couch au début. Ouais. Puis après ça, que juste une petite histoire. Il y a un côté chaleureux là-dedans.
Mais ouais, puis pour finir avec Doctor House, je veux pas m'étirer trop longtemps. Ah oui, c'est vrai, on parlait de Docteur House. Mais j'ai senti, j'ai écouté jusqu'à 4 épisodes pour me remettre là-dedans, mais je m'en rappelais pas trop à l'époque. Mais maintenant que je suis plus dans la culture de Sherlock Holmes, c'est surtout dans ses répliques. Il va y avoir un don de déduction. Son personnage est pensé sur Sherlock Holmes, fait qu'il est un détective en soi, dans le sens que il va parler à ses patients, puis un des premiers patients qu'il va avoir, il va avoir la peau orange. Puis il dit votre femme vous trompe. Puis comme comment ça vous dire que ma femme me trompe? Il dit vous êtes orange, votre femme vous trompe, c'est certain. Puis là, ça reste de même, il est frustré, le gars s'en va. Puis à la fin de l'épisode, il revient, puis genre, tu vois qu'il gratte sa main, il a plus sa bague. Puis il est sous le choc, puis il parle avec la boss de Dr. House. Puis comme, je peux pas le virer Dr. House, là, parce que c'est mon meilleur médecin. Il fait non, c'est pas ça. Il fait non, vous comprenez pas, c'est mon meilleur médecin, je peux pas le virer. Il fait non, c'est pas ça. Il fait c'est quoi? Il avait raison. Oui, ça me revient. C'est juste au début, puis c'est même pas sur ça l'enquête. Il est assis sur voyons, une table de pas une table d'opération, mais une table qu'on voit dans toutes les Christ. Je suis pas capable de venir à bout de ce que je veux dire, mais il est assis là, puis oui, je m'en rappelle. Le gars, il avait pas orange, je l'ai trouvé bien bon. Ah ouais. Mais la saison 1 est vraiment bonne. Mais ouais, puis je le sens dans les épisodes, puis j'aime ça parce qu'il fait ça des références où une autre petite anecdote, c'est aucun spoil. Dans un des, je pense que c'est le deuxième épisode, il y a une femme qui vient le voir, elle dit j'ai des engourdissements, des mal de tête, mal au ventre, je me sens pas bien, qu'est-ce que j'ai? Et comme il regarde, il fait ouais, vous avez un parasite. Hein? J'ai un parasite, il dit oui, c'est un parasite qui grossit puis prend de la place, puis à un moment donné vous allez le présenter à tout le monde, le promener, tout ça. Et comme hein, comment ça? Et là il se dit levez votre chandail, elle fait ok. Et il passe un truc dessus, il retourne, il dit vous êtes enceinte. Et comme T'as-tu déjà écouté les albums de musique de. Je pense que c'est. Comment il s'appelle l'acteur? C'est Hugh quelque chose là? Hugues Leg, c'est ça? Ça se peut, je sais plus. Ben, Il chante? ouais, je fais des albums de blues. Puis moi j'étais comme. Ah ouais. Fait que je les ai écoutés. Puis pour vrai, c'est pas tant pire. Pour vrai, c'est même très bon. Tu aimes le blues? Ben, tu peux aimer le blues, mais tu peux comme pas aimer le blues, mais il y a comme une voix très accessible, genre. Ouais, je sais que j'ai déjà écouté savoir, parce que j'écoute en français, c'est, mais j'ai déjà écouté savoir en anglais, puis il y a vraiment une bonne voix. Ouais, là, non, c'est ça. Il y a, parenthèse intéressante, petite anecdote, je finis avec ça après. Il sait parler français, je sais pas si tu savais. Oui, je le savais. J'ai tombé sur un extrait il y a pas longtemps. Ben, mais là, cet acteur-là, j'avais comme une fascination. J'aimais vraiment tout ce qu'il faisait, genre. Parce qu'il a fait beaucoup de films aussi, là, on l'oublie, mais. Ouais, ben j'ai pas vu beaucoup de ses films, j'ai vu le dernier qu'il a fait qui était le Monde de demain. Ah avec... ouais, c'était épouvantable comme film, là. Ben j'aimais les effets spéciaux, tu sais, la ville futuriste, mais l'histoire. On le sait, un film que. On va en parler tantôt, là. Un film qui a trop d'effets spéciaux, ça veut pas nécessairement dire que c'est un bon film, hein. Mais on revient tantôt là-dessus. Bref, on va du côté de l'actualité. Je vais y aller en premier parce que j'ai pas tant de stock que ça, puis ça va vraiment être bref. Vas-y, je t'écoute. Bon, ben, dans Venom avec Tom Hardy a officiellement commencé son tournage ce matin. Alors, le film est en production pour arriver à un résultat pour l'année prochaine. Alors, Venom est bel et bien sur la route. Alors, yeah! est-ce que t'as hâte? Ben, c'est un des projets qui me rend perplexe, vois-tu, parce que c'est le premier film de l'univers de Spider-Man sans Spider-Man. Ouais, puis qu'il n'y a même pas de lien avec Spider-Man. Exactement, et qu'ils veulent créer un anti-héros avec Venom basé sur le concept d'agent. Ben, parce que Venom, c'était un pas fin, là. Ben, c'est comme Bane pour Batman. Ouais. C'est comme le Némésis brut qui a rien qui l'arrête, là, tu sais. Absolument. Puis il existe pas sans dans un sens, il existe pas sans Spider-Man parce que il y a une haine envers Spider-Man à cause que Spider-Man l'a rejeté. À la base, il est pas méchant, il est juste check ben, si le film marche fort, ils vont l'inclure dans le MCU. c'est une théorie qui est sortie, puis lui qui réalise Venom, il a dit que pour lui le film était dans le même univers, là, il l'avait dit. Ah, on verra dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Mais écoute, j'ai hâte de voir, puis Tom Hardy, absolument, il fait des très bons choix de films, fait qu'il doit avoir lu le scénario, il a fait ok, ça je le prends. Mais quoi que Mad Max, il pensait qu'il allait jouer dans un flop. Finalement, le film est acclamé comme un des meilleurs films de ces 30 dernières années. Là. Et en plus, Tom Hardy, c'est un des acteurs qui en ce moment est en plein monde. Ouais, le gars, en plus, il est pas reconnu nécessairement pour ses dialogues, juste pour ses faces. Ouais. Mais le gars, il a tellement genre un charisme de visage que ça passe. Mais tellement qu'il était en liste, il y en a qui disaient que ça allait être le prochain James Bond parce qu'il avait comme la gueule. Ah, j'aurais aimé ça pour vrai. Ça ou Tom. Lui qui fait Lucky dans. Ouais, Tom Middle. Ça aussi j'aurais aimé, mais là finalement c'est encore Daniel Craig. J'adore Daniel Craig, mais je le sais que le gars il était carré pendant du personnage. Ouais, fait que j'ai pas envie nécessairement de voir un acteur qui a pas envie de tu sais, ça se refuse pas une espèce de genre 50 millions pour faire un film, tu sais. Ouais, hein, ça arrondit bien, fait de on moi. dirait qu'il y a quelque chose qui l'a convaincu, mais qu'est-ce que ça peut bien être? En tout cas, c'est pas Kristen Ball qui a accepté ça. Mais hey, t'avais-tu écouté l'entrevue, tout le monde en parle, de Denis Villeneuve? Puis Guy Lepage a fini par lui demander, il dit écoute, il y a des rumeurs que tu réaliserais
un James Bond. Puis Denis Villeneuve a juste dit j'ai eu des pourparlers. Gros, ça serait malade, un James Bond avec Denis Villeneuve, là. Ah, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Je te laisse continuer. Oui, bon, excuse-moi. Après ça, on a su le temps de durée de Justice League. C'est le film le plus court. Même Green Lantern était un peu plus long, à notre plus grand désarroi, là. Oui, c'est une souffrance, t'écoutes, t'es comme arrêtez! Mais le film dure 1h, 59 minutes et 53 secondes. Fait que c'est un film qui est long, mais qui est court pour un film de Justice League. Ouais, mais j'aime mieux avoir deux films bien condensés que un film qui s'étire. Pour le cas d'ici, je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils ont tendance à mal découper leurs films. Donc peut-être en le mettant plus court, ça va aider à. Ou vont trop couper encore. Mais c'est Josh Whedon qui s'en occupe. Ouais, mais j'ai l'impression que ça va être comme les autres films d'ici, on va droit une version longue qui va sortir 2 mois après. Ah ouais, pour en vendre plus. On le sait. Après ça. En fait, juste finir ta parenthèse, c'est sûr qu'on a une version longue dans le sens que Josh Whedon a coupé plein de personnages dans le film. Donc, il va y avoir beaucoup de scènes coupées, donc c'est clair qu'ils vont faire... exemple, il était censé avoir le père de Flash, Barry Allen, Harry Allen, il était coupé au montage. La copine de Flash, Iris West, était censée être là, coupée au montage. Il a coupé plein de personnages au montage. Ils sont tous coupés au Flash. Fait que, après ça, crossover possible entre Pacific Rim, oui, contre King Kong, oui, et Godzilla. Je veux l'arrêt cardiaque. On va commencer par faire des bons films, là. Écoute, Godzilla, c'était très moyen, là, je m'excuse. Visuellement, c'était époustouflant comme film, ça, j'en reviens pas, je le dis encore, c'est un des plus beaux films. Mais le Godzilla a mérité un Oscar, voyons, là. Mais la stick, c'était saccadé comme scénario. En fait, Godzilla, le problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas de scénario. Ben, Godzilla, d'abord, c'est le même principe, c'est deux monstres qui s'affrontent. Oui, mais Spoiler alert! Tu tues pas Bryan Cranston après 20 minutes, Chris? Vous l'avez vendu dans toutes les fucking bonnes annonces. Puis tu le coupes. Mais moi j'ai pas compris ça. Ça, c'est la seule affaire. Moi, c'est plus le couple qu'on suivait qui m'a gossé. Qu'on se calissait. Avoue qu'on s'en foutait. Le pire, c'est qu'après, on joue dans Avengers. Puis... Ouais, là, son frère et soeur. En tout cas. Bref. Écoute, ça va, il m'intrigue. Je vais commencer par voir Pacific Rim 2. Kong, je l'ai pas vu encore. Je sais pas qu'est-ce que j'attends, en fait. J'ai pas de... on dirait que j'ai pas envie de l'écouter. Tu vas écouter Kong. Ouais, faudrait, là. T'aimes bien l'acteur Tom... Ouais, et puis Samuel L. Jackson. Faudrait, là, faudrait. J'aime ça écouter la chaîne YouTube Shoe Avenel. Ouais. Puis on fait un pour Kong, puis t'as juste la... Parce que t'as la princesse qui arrive sur l'île. J'ai spoilé. La princesse qui arrive sur l'île, il arrive en hélicoptère, puis la première hélicoptère, Samuel Jackson est dedans, c'est lui le général. Puis t'as juste la scène qui arrive dans King Kong, puis fait comme... Oh hell no! Puis il s'en va. C'est ce que j'aurais fait, hein. Mais non, tu sais, dans les films comme ça, ils font comme un monstre, on va aller le voir. Dernière nouvelle, c'est une nouvelle que moi je me soucie un petit peu. Il y a pas longtemps, Blade Runner, on a su que c'était malheureusement un flop commercial. Le film, je pense, au moment où je regardais la dernière fois, il avait même pas remboursé la totalité de son budget. Ah, c'est plat ça. Oui, pour un grand film comme ça, puis avec un film qui a un fond, une profondeur, une histoire, un enjeu, tout ça, je trouve ça triste. On dirait que quand on demande au monde de pouvoir réfléchir, ils font tout sauf ça. Je comprends que c'est le fun d'écouter un film d'humour puis de tirer tout le long, tu sais, je comprends le principe, mais je trouve ça fucking valeur qu'il y a des films de même qui nous proposent de quoi puis une réflexion, ça marche pas. Ouais. Mais aussi que je vais en venir, j'ai l'impression que ça peut pas être plus pathétique. On a eu 2 films qui ont sorti en fin de semaine. On a eu Geostorm de Gerard Butler. Tu sais, le film, le gars qui est capable de contrôler la météo, là? Ouais, l'annonce a l'air soufflante. Ah ouais, écoute, c'est juste des effets. Ça a l'air que finalement, il n'y a pas tant d'effets spéciaux dans le film. Ah ouais? Que les scènes de destruction sont minimes. Genre, sont toutes mis dans les bandes annonces puis des annonces pour que tu penses qu'il y en a tout le temps, mais c'est pas vrai. C'est le genre de film que tu fais toute l'histoire dans la bande annonce puis t'arrives à écouter le film, t'es comme. C'est un peu ça pour vrai, puis c'est juste du blabla finalement. Puis ça a l'air que c'est épouvantable comme film, ça. C'est vraiment mauvais. Le film est en train de se planter au box-office. Y a-tu quelqu'un qui est surpris? Ou, pourquoi que je parle de ce film-là, sinon on aurait pu juste encore lisser. Il y a un autre film qui s'appelle Boo 2, qui est sorti. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est Boo? Boo, c'est un peu... C'est incarné par l'acteur Tyler Perry. Ouais, je sais qui. Il est un humoriste très connu aux États-Unis. En plus, je suis allé vérifier son wiki. C'est même un gars qui compose la musique. Ça fait... bref, c'est pas ça que je vais en venir. Boo 2 est l'histoire d'une femme. Il est déguisé en femme, c'est ça? Déguisé en femme. Ouais. C'est un film d'horreur, puis c'est du.
c'est super. Ça a l'air ultra mauvais. Ça a l'air vraiment mauvais parce qu'en plus, ils jouent toutes les femmes de cette. Parce que c'est toutes des femmes que dans le film, puis ils les jouent toutes, là. Ça a l'air épouvantable. Mais ce film-là, en ce moment, a quasiment déjà remboursé son budget, a surclassé Geostorm, puis il a surclassé Blade Runner. Oh my god! Puis écoute, je pense que la dernière fois que je suis allé voir sur Metacritic, le film était rendu à 17 sur 100. Blade Runner, est à 85, tabarnak. Qu'est-ce qui arrive au public, man? Qu'est-ce qui arrive? Ben, après ça, on se demande. Après ça, ça chiale, esti. Il faut rien différencier des remakes, des reboots. Quand on essaie esti, de faire de quoi, qu'il crisse un semblant de profondeur. Oh, c'était lent. Chris, sort de chez vous, esti. En tout cas, moi, ça me. Du calme, Max, du calme. Je reprends le contrôle, ça va aller. Asti! Ça va aller. Fuck off, esti. Va prendre ton pote, ça va aller. Mon pote? Ah oui, mon pote fleur. Oui, oui, c'est ça. Bon, je vais aller avec mes nouvelles pour te calmer. Ah, tu voulais me rattraper en esti. Ouais, c'est ça. Fait que, Mathieu, parle-moi donc quelque chose d'explosif. Oui, exactement. En parlant d'explosion, pour reprendre tes mots exacts, on a dit Michael Keaton. Michael Bay a dit qu'après Transformers, il va partir de nouveau projet. Ouais, après, c'était les Tortues Ninja. Ah, t'es proche, mais non, c'est pas ça. Ben, c'était lui qui l'a fait, là. Ouais, je sais, mais le nouveau projet après Tortue Ninja, c'est Attends, quoi? laisse-moi deviner. Faut que je devine. Ok, vas-y. Attends, je vais tenter des choses. Ouais. Puis tu me dis Pokémon. Non. Bugs Bunny. Non. Scooby-Doo. Non. Ah, T'es proche, t'es proche. attends. Dora? Oui! Comment tu veux adapter ça? Écoute, s'il me sort une Megan Fox en mini-shirt rose avec un petit singe, m'en va le voir. Écoute, la nouvelle, c'est qu'il va y avoir un babouche. live action de Dora l'exploratrice réalisé par Michael Bay. Shipper, arrête de shipper. Moi, je te dis qu'il va y avoir The Rock dans le rôle de Diego. Oh, Chris, je l'imagine, c'est avec sa queue en arrière, là. Ah, allez, babouche. J'en pense souvent à la scène de 22 Jump Street où que, voyons, tu sais, il arrive Channing Tatum puis John Hill arrive, genre, ah, on est des bradels. Ok, mais t'es qui? Je suis Babouche. Je suis avec Dora. Et Diego. Gros, cette scène-là me fait rire en tabarnak. est vraiment drôle. Ok, Mais excuse-moi, là, je dérape. pour revenir à la nouvelle, dans le sens que c'est ça, ils vont avoir un film sur Dora, ce qui est assez surprenant. Ça vient surtout que... Arrête, tu me fais rire! Surtout que c'est Michael Bay qui veut faire le projet, puis il t'accueille dessus, il veut le faire. Ça, c'est pas de... Pour que vous compreniez, pour ceux qui connaissent pas trop Michael Bay, sa spécialité, c'est les explosions puis les belles filles. Donc, imaginez un film d'action. Moi, je le vois, l'image, ok? Parce que je suis fatigué, mais gros de mal. J'imagine la scène. Un film d'action sur Dora l'exploratrice. Écoute, avec des explosions partout. Oh, Puis mon une Dieu. chicks. Ah, gros, c'est drôle cette affaire-là. Écoute, il va probablement même pas le réaliser, puis il va juste avoir les mains dans le prochain, mais c'est parce que moi je l'imagine tellement. En plus, parce que Chris, il y a des meetings avec ça, qu'est-ce qu'on adapte? Oui, j'imagine le meeting, là, t'as Michael Bay qui arrive, s'assit, tout le monde le regarde comme. Fuck, c'est vrai, c'est Michael Bay qui réalise, qu'est-ce qu'on Mais non, mais Chris, je l'imagine déjà pendant le film. Ça, c'est pont. Is a bridge. Chris, pendant 1h30. Oh my god. Non, moi je pense que c'est plus un film d'action d'après moi, un film d'aventure. Ah, Chris, je peux pas croire. Là. Genre la Indiana Jones, là. Allez, Mais- Diego, C'est- passe. Je te dis Diego, là, ça va être The Rock, je te le dis, là. Ah, c'est sacré. Bref, le Ça singe, va être en live action, hein, que j'ai le dit. singe va être fait par Andy Jerkis. Ok, ouais. J'avais peur que tu shootes un acteur noir. Non, Andy Moi, Jerkis. j'aimerais dissocier de ça, hein. Non, je suis correct. Bref, le projet est surprenant, j'ai hâte de voir plus de nouvelles là-dessus. J'ai surtout hâte de Ah voir oui, t'as hâte, je suis sûr. j'ai hâte de voir le casting, moi. Genre... C'est toi qui écoutes cette émission-là, ok? C'est pas moi. Tu m'en parlais tantôt que t'écoutais Dora. Si annonce Chris Pratt, je meurs aussi. Chris Pratt. Oh my god. Ah, ça fait du bien de rire de même. Ah, J'ai une crise de grosse Ok. journée. je vais essayer de continuer. On va aller du côté super-héros. Excusez-nous. On va aller du côté super-héros. J'ai avec une nouvelle qui t'intéresse moins, qui est dans le fond la chaîne CW, reconnue maintenant pour ses séries super-héroïques dans l'univers de DC, a annoncé qu'il voulait faire un autre projet pour l'année prochaine, après Black Lightning cette année. Ça va être Projet 13 l'année prochaine. Une autre série dans l'univers. C'est pas officiel qu'il va être dans l'univers d'Arrow.
dans la Arrowverse, mais ça va être sur la chaîne. Deux choses qui m'ont venu en tête. La première, le projet en tant que tel, c'est sur un comic plus ou moins connu, l'univers des DC, qui est quand même récent, qui est basé sur tout ce qui est l'univers mystique et magique. Donc ça va être intéressant parce que la série John Constantine n'a pas fonctionné, malheureusement. Et là, ils veulent, je pense, rattraper le coup. Et aussi, d'une certaine manière, sûrement réintroduire John Constantine dans l'univers de Arrow. C'est un projet que je vais regarder le coin d'œil intéressant. Ça va être très original comme concept. C'est pas une... Je me connais beaucoup en comics, mais celui-là, il me disait rien. Mais la prémisse m'intéresse. Tu vas-tu mourir? Non, ça va. Tous, je vais faire du temps. Les pouvoirs avec des difficultés. Non. Pour continuer, autre nouvelle super-héroïque, je vais essayer d'accélérer les choses. Josh Brolin, qui va interpréter Cable dans Deadpool 2, a annoncé qu'il a signé pour 4 films, dont X-Force. Les rumeurs vont montrer en disant qu'il va faire Deadpool 3 et X-Force 2. Bref, il a signé pour 4 films, ce qui est intéressant. Il y en a un qu'on sait vraiment pas, en tout cas. Ouais. Mais il reste que ça va être intéressant parce que c'est un personnage qui est très important dans l'univers des X-Men, qui fait longtemps qu'il devrait être introduit. Et les premières images que j'ai vues de Cable me donnent le goût de le voir. Donc je suis content qu'il va être là à long terme. Donc c'est une bonne nouvelle. Pour continuer, je sais pas si toi ça te fait capoter. Bon, non, je vais être plus en mesure de te le dire après Deadpool 2. Ouais. Non, je vais me faire une opinion après. Je trouve que ça va être très bon. Je vais pas dans les nouvelles, finir avec une nouvelle espérée, qu'on peut pas s'en empêcher, il y a juste ça qui passe en ce moment. C'est annoncé aujourd'hui, une nouvelle de la minute. Le réalisateur de Logan est en train de travailler sur un scénario pour un spin-off de Logan basé sur X-23, dans le fond. Avec l'actrice qui a joué X-23 dans Logan, dans le fond, qui est elle qui va succéder à Wolverine, parce que l'acteur, dans le fond, ne veut plus le faire. Et même s'il y a des rumeurs disant qu'ils vont créer il va y avoir un nouveau Wolverine dans les prochains films, ils veulent travailler aussi sur son personnage qui est très intéressant en soi. Donc, il y a beaucoup de nouvelles d'informations qui sont sorties, mais c'est vraiment une bonne nouvelle, je trouve, parce que il y avait du potentiel, puis j'ai beaucoup aimé l'actrice dans le film. Puis ça peut repasser de franchise. Le seul bug que j'ai, c'est la temporalité. Faut dire que le côté temporel des films d'X-Men est assez chaotique. Ils l'ont niaisé dans Deadpool. Et c'était vraiment drôle. Et là, je me demande comment faire pour tout aligner ça. Il y en a qui disent que Cable va aller la chercher dans le futur pour la ramener dans le passé. Ce serait comme une logique pour les relier entre eux. Oh. Parce que Cable peut voyager dans le temps. Tu sais, Logan qui était fucking réaliste. Là, t'as genre Deadpool qui est complètement over the top. Ben, en tout cas, on verra bien. Ben, tu sais, c'est aussi le rêve utopique de réunir les deux. Donc, ça peut être avec elle qui va rejoindre Deadpool. Et dans X-Force, exemple. Je sais pas s'il prendrait la même actrice ou il en prendrait une plus vieille. Ben, est-ce que pour Logan, pour le spin-off, le réalisateur voulait reprendre la même actrice? Ok. Donc, tant qu'à prendre une, je pense qu'ils vont en prendre dans le long terme. Ben, elle va avoir vieilli dans 2 ans, là, mettons. Là. Ouais, ben, elle est quand même très jeune, mais oui. Puis ça peut cadrer bien avec le personnage qui, à la base, il est jeune. Donc, à voir dans l'avenir ce que ça va donner. Mais je suis content d'entendre parler de ça. Puis c'est un de mes personnages préférés, Wolverine. Et je suis content qu'il y ait d'autres histoires qui en découlent. Donc, c'était tout pour nos actualités. Et on va dans la zone du cinéma. Hey Mathieu, est-ce que tu sais qu'on peut aller rajouter 5 étoiles à notre podcast? Ah oui, où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes dans la section commentaires. Hey, je m'en vais faire ça tout de suite. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est dans la zone cinéma et là tu me parlais que tu voulais que je te fasse une chambre rose avec des fleurs. Oui, exactement, avec des posters de toi un peu partout, mais faut que tu sois en bedaine. Oh my god. C'est la condition. T'es de plus en plus tout blanc, hein? Je sais, mais je suis un peu plus sévère. Arr, mon minou. Ça fait peur. Ben, aujourd'hui, je vais prendre le micro. Non, je vais te laisser parler, évidemment. Mais, aujourd'hui, ma chronique sur la zone cinéma va se résumer sur un réalisateur. Oui, un réalisateur. Ton réalisateur préféré. Reconnu mondialement pour de ses nombreux Et tu films. des Oscars? Et ses je sais pas. Non plus. Chris, pourquoi tu me poses ce col-là? Je le sais pas. Quel boyer. Ah ouais, Google en attendant que moi je check ça. Je parle, excusez-moi. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Je vais parler d'un réalisateur renommé à grandeur, même reconnu par Disney comme étant un de leurs meilleurs réalisateurs, qui a réalisé des films qui sont des succès, des classiques, et qui a collaboré un peu trop avec Johnny Depp. Je me demande bien c'est qui que tu parles. Ouais, là, je commence à couper les ponts. J'imagine que vous doutez de qui je vais parler. Je vais parler de Tim Burton. Ah ouais. Ouais. La raison pourquoi je vais vous parler de Tim Burton, c'est que j'ai eu une révélation. Ton idole. Non, c'est Chris. Bout de Chris. J'ai eu une révélation dans ma tête en fin de semaine. Je suis venu à la conclusion
que je ne l'aime pas. Ouais. J'aime pas Tim Burton. Et pour diverses raisons, je pense que son. Tu sais, mettons, Edouard. Pour info, il n'y a pas eu d'Oscar. Bon, je m'en doutais un peu. Je vais être honnête, par exemple, il y a un seul film de Tim Burton que j'ai beaucoup aimé. Batman. Non. C'était Edouard Main d'argent. aux mains d'argent. Ce film-là, je dois l'avouer. Ah, mais c'est quelque Je chose. pense que c'est un de ses premiers films aussi. Puis. Si je me trompe pas, c'est le premier film avec Johnny Depp, je crois. Ouais, ben c'est un des premiers films à Johnny Depp tout court. Ouais. Ben c'est ça. À part ce film-là, j'en suis venu à la conclusion que j'aimais pas vraiment ces films. Non, c'est vrai. Il y a je vais me résumer à 2 films que j'ai aimés. C'est Beetlejuice, mais Beetlejuice parce que j'ai grandi avec quand j'étais jeune. Fait que j'ai avec Michael Keaton. Ouais. Mais après ça. Ok, je vais commencer par le cas de Batman. Le Batman le premier avec Jack Nicholson. Je n'aime pas ce film pour plusieurs raisons. Le fait que le film ne soit pas sur Batman. Batman est là, j'étais allé voir, j'ai fait mes recherches pour vrai, et il apparaît, je pense, 47 minutes sur un film de 2h15. Jack Nicholson a presque le double, c'est pas plus que le double. Le film se concentre plus sur Jack Nicholson que sur le Joker, mais l'interprétation du Joker, je sais que le Joker, tu peux l'interpréter de plusieurs façons, Ouais. mais le Joker de celui-là, j'ai juste l'impression de voir un artiste qui est juste un peu loufoque, qui est parti pédant. Le fait qu'il tombe dans une chaudière de produits chimiques, je trouve pas qu'il. C'est la scène classique. Ouais, c'est ça, mais j'aime pas l'idée, le fait que ça a modifié sa face. J'aime pas l'idée que ça a changé son idéologie. Batman là-dedans tue. Oui. Mais elle m'appelait pas ça. Oui, il tue. Puis dès les premières scènes de combat, il en tue plusieurs, je te dirais même. C'est épouvantable. Des explosions, il y en a qui pitchent en bas de beaucoup d'étages. Je suis pas capable. Écoute, ce film-là, je trouve que c'est un ennui. Je n'ai aucun plaisir. Et moi, un film de Batman on ne se concentre pas sur Batman, ça m'intéresse pas du tout, genre. Mais il me semble que le deuxième, il s'adresserait on voit beaucoup plus Batman. Oui, c'est ça. J'allais y venir. Justement, Batman le défi. Ouais, c'est ça. C'est le défi. C'est Batman Returns en anglais. C'est une coche au-dessus pour ce qui est de Batman. Mais encore là, je trouve qu'on se concentre encore beaucoup trop sur le méchant. Écoute, The Dark Knight avait tellement un bon balancement pour choisir. Écoute, je sais que c'est sorti après, là. Ouais. Pour choisir le temps du méchant puis le temps du gentil. Mais je trouve que c'est des Batman. Écoute, Catwoman qui se fait réanimer par des chats. Je sais pas d'où vient cette idée-là de se faire réanimer par des chats, là. Ben. Ça vient de cela. Ça vient de là. Ben ouais, c'est ça. Puis il l'avait refait en plus dans le film de Catwoman, ouais. Tu sais, l'épouvantable film de Catwoman. Puis, aucun spoil, mais il y a une référence à ça dans Gotham. Puis j'ai lu des commentaires, puis c'est vraiment une référence à Tim Burton. Ouais, c'est lui qui l'a inventé. Sinon, si je continue, Ed Wood, je l'ai pas vu. Mars Attack, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Ah, Mars Attack. Mais quand j'étais jeune, j'aimais ça, Mars Attack. Mais... C'est un classique, là, avec le chanteur, là, comment il s'appelle déjà Parce qu'il y a un des acteurs principaux du film, c'est un chanteur, puis il chante dans un casino, puis où les Martiens attaquent. Ouais, c'était Tom Jones. Tom Jones, ouais. And all I do want to be loved, to be more. Ben c'est ça, fait que en fait, ce qui me gosse le plus de Tim Burton, je te dirais, c'est ses derniers films. Quand on voit Charlie et la chocolaterie, moi j'ai pas aimé ça du tout. Charlie et la chocolaterie, c'est un peu classique. J'ai pas aimé ça. Sweeney Todd, j'ai trouvé ça épouvantable comme comédie musicale. C'est long, il se passe à rien. J'ai pas pu l'écouter au complet, c'est vrai encore. Ah, ben Chris, t'as bien fait, tu voulais sûrement survivre. Alice au Pays des Merveilles, c'était un flop monumental. Écoute, ça n'a pas été un flop côté monétaire, mais côté critique, ça s'est fait ramasser. Visuellement, t'as beau faire un beau film, mais si ton scénario n'a pas de fond. Ce qui était taché, c'est qu'il a fait une histoire originale avec l'univers d'Alice qui a été à double tranchant. Ben, c'est ça. Ça a fait que le 2 il a vraiment pas marché. Non. Après ça, il est arrivé avec Dark Shadow, genre qui est comme encore Johnny Depp en vampire. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, il s'est vampire, puis il y a aussi Eva Green dedans, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est épouvantable. Je l'avais vu quand il était sorti. C'était pas bon. Puis Big Eyes, que je n'ai pas vu, avec Amy Adams, c'est... voyons, lui qui joue le méchant dans Spectre ou dans Inglourious Bastard. Ah, ok, ouais. Oui. J'ai oublié son nom, mais là, tu sais, c'est comme là, il a accepté le projet de Dumbo, mais j'ai l'impression qu'il a accepté le projet de Dumbo justement pour financer un autre de ses films. Et écoute, il joue tellement sur le style du... Mais t'as skippé le dernier film qu'il a fait avec Eva Green, là. C'est le premier film qu'il faisait sans Johnny Depp. Ah, ok, tu vas en parler, ben...
je voulais passer à côté. Là, mais... Ben, tu veux faire un Ben, dans le fond, c'est... je vais essayer de bien le dire parce qu'il est pas évident comme nom. Ouais. C'est Miss Peregrine Home for Peculiar Children. En tout cas, bref, c'est un film de X-Men. C'est X-Men. Écoute, Eva Green, je l'adore comme actrice, elle est super bonne et très talentueuse. Mais. Le pire, c'est que c'est basé sur une œuvre qui est considérée comme un classique. Ouais, oh oui, je sais, mais. Mais moi, j'avais trouvé l'univers vraiment intéressant. Mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que Tim Burton, en ce moment, je trouve que c'est du recyclage qu'il fait. Tu sais, je me rappelle Dark Shadow, il y avait un dans le temps un poster qui était un film osé et sombre et gothique. C'est parce que tous tes films sont de même, man. Tu sais, il y a des réalisateurs. Oui, mais il y a toujours le même genre. Il aime ça faire des films sombres, une allure vraiment. Ouais, mais c'est ça, mais quand tu fais juste des films comme ça, tu te donnes pas d'identité en quelque part. Tu fais juste recycler ce que tu as déjà fait. Non, mais ouais, c'est un style, mais moi, je vois plus comme son style. Les gens savent quand ils voient un film de Tim Burton que c'est un film de Tim Burton. Ben, moi, à chaque fois que je sais qu'un film de Tim Burton sort, je sais déjà à quoi je vais m'attendre. Ça va être un film qui va oser des jokes plus ou moins douteuses, avec un côté ultra sombre pour aucune fucking raison. Ouais. Même Johnny Depp, d'après moi, il commence à moins accepter ces rôles-là. Parce il que... fait moins de films aussi. Ben, parce que là, ça va pas. Ben, il va souvent en faire plus, parce qu'on s'entend que. Ben, je sais pas si tu savais, là, mais il est dans le marbre. Ouais. Essaye de pas mourir. Il dépense trop d'argent. Mais c'est ça. Pour revenir, c'est ça. J'ai l'impression que ça va avoir un recyclage. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune once d'originalité qui est sortie récemment. Il y a des... Comme quand je vois que scrappé, pour moi, Batman. Écoute, je vais me faire. Faire lancer des roches. Ah oui, je sais qu'il y en a qui trippent vraiment beaucoup ces deux premiers de Tim Burton. Surtout que c'est considéré comme les meilleurs des 4, là. Ouais, ben là, écoute. Un tas de marde contre une roche, tu vas me dire que la roche, ça sent pas à marde, puis elle goûte pas à marde, là, mais elle a pas d'émotion. Michael Keaton était super bon, Batman. Ben, je pense pas que c'était Michael Keaton vraiment le problème, mais quoi que c'était Michael Keaton, je trouvais que Michael Keaton n'avait pas vraiment la prestance d'un Bruce Wayne. Puis j'adore Michael Keaton, j'enlève à rien. Ouais. Là. Ben. Puis écoute, la Batmobile des Batman, des deux premiers, elle est super belle. J'aime son design avec la pointe en avant. Mais ce côté-là, ultra gothique, je sais pas. Ça me plaît pas pour vrai, puis c'est... Il faut aimer le genre. Puis écoute, j'en écoute pas de films de Tim Burton maintenant. Quand je vois un film de Tim Burton, je suis comme un autre film de Tim Burton. C'est de valeur parce que c'est pas... Je dis pas... J'aime pas ce qu'il fait, mais je dis pas non plus qu'il est sans talent. Mais son approche, sa façon de faire ses films... C'est basé juste sur le fait que Beetlejuice et Batman ont marché fort parce qu'avec son style gothique, je trouve que ça justifie pas le fait que ces films commencent à vraiment se piler sur eux-mêmes. Il peut avoir nécessairement. Tu devrais y écrire une lettre. Ouais. Tim Burton, tu me fais de la peine, le cadeau. Batman était mauvais. Le pire, c'est que ce film-là, il se vend encore comme des petits pains chauds. Puis écoute. Et on l'acclame encore. Mais je suis pas capable. J'ai écouté plusieurs fois, puis je l'aime beaucoup, le premier film. Mais fois que j'écoute, ça fait quand même. Depuis le secondaire, j'ai pas vu. Peut-être que là, avec ta connaissance de Batman actuel, et comparativement peut-être la dernière fois que tu l'as vu, tu vas peut-être être moins blasé, puis tu vas peut-être être plus blasé, excuse-moi, puis avoir une approche différente de ce film-là. Genre. Ben, pour le côté Joker, je trouve que c'est la version la plus fidèle qu'on ait vue au cinéma. Mais pour le reste, il y a tellement d'interprétations du Joker, tu peux faire n'importe quoi. Spoiler alert, moi le fait que ce soit le tueur des parents de Batman, c'est une twist qui est discutable. Là. Ouais. Il y a plein de versions. Il y a plein de théories là-dessus. Et il y en a une que je trouvais super bonne, c'est que le tueur des parents de Batman, c'est Batman. Ouais, qui vient du futur. Puis qu'il n'y a pas le choix de faire ça, sinon il ne viendra jamais Batman. Fait, c'est comme une boucle infinie, c'est un paradoxe dans le fond. Là. Ouais, je l'avais déjà vu, entendu parler. Bref, t'as fini de sortir ta rage là? Ben, oui, puis écoute, j'aimerais vraiment ça aimer Tim Burton actuellement, tant qu'il... Tu vas te faire un marathon. Tu te fais un marathon de Tim Burton jusqu'à temps que tu l'aimes. Je vais vomir noir, moi. C'est bon, on va te changer tout ça, on va te parler d'un quelque chose que t'as aimé, là, Superman. Fait que sans plus attendre, on va du côté du non-spoil. Quoi que j'aurais été curieux de voir ce qu'il aurait fait avec Superman avec Nicolas Cage. Sacrément. Il était même pas censé voler, hein. Non, pis il était pas censé avoir son costume classique, pis il devait se battre contre une araignée géante. Make sense. Pis oui, il y avait une barbe aussi. Ah, pour vrai? Ben, il voulait qu'il y ait une barbe, il voulait qu'il y ait un look genre plus pouilleux. Ouais, il aurait été gothique. Ouais. Bref, sans plus attendre, on va du côté non-spoil pour parler du film Man of Steel. Hey Matt, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de donner un don à notre Patreon. Mais c'est quoi Patreon? Patreon, c'est un moyen de collecter des dons pour aider notre podcast à s'améliorer. Mais comme quoi? Comme améliorer le son et même avoir un aspect visuel. Alors je vous invite à aller donner un don à notre page Patreon. Le lien est sur notre page Facebook.
Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoil, et cette semaine, on critique le film Man of Steel, le premier film de l'univers étendu, l'univers cinématographique de DC Comics. Dans le fond, c'est l'équivalent de Marvel, mais c'est son opposant, dans le fond. Parce que depuis toujours, Marvel et DC se font une guerre de comics, parce que c'est les deux plus gros dans cette industrie-là, même si ça existe des moins gros, mais sinon, ils se font engloutis par soit Marvel ou DC, ce qui est, dans un sens, malheureux, parce que ça perd sa valeur authentique. Reste que Man of Steel étant le premier, réalisé par Zack Snyder, un habitué de ce qui est super-héroïque, parce qu'il a déjà fait un film de DC avant, qui était Watchmen, que j'ai beaucoup aimé, même s'il dévie un peu de l'œuvre originale. Il avait fait un film sur 300 qui était comme basé sur un comic aussi. Ouais, qui est basé sur des événements historiques, mais amplifié dans le style comique. Et Sucker Punch aussi, qui était très intéressant côté artistique. Je me rappelle pas trop du film, mais j'avais beaucoup aimé les effets spéciaux de ce film-là. Mais ça, c'était pas vargeux au niveau du scénario. Ben, c'est genre, ils sont comme dans une asile, je pense. Ouais, c'est ça, ils sont dans une asile, puis ils hallucinent. Mais c'est le côté effets spéciaux que j'avais trouvé intéressant. L'histoire était bof, mais il reste que c'était un film en tout. C'était intéressant, c'est que c'était principalement juste des femmes. Comme dans mais il était tout habillé ultra sexy, par exemple. Tu sais. En tout cas. Tu sais que tu t'en rappelles pour ça, là. Ben, un peu, pour vrai. C'est taf, mais. Ah, je sais, moi aussi je me rappelle aussi pour ça. Reste là, t'es ris de moi, mais t'es pas bien. Je sais pas être pour le gentleman, pis toi pour le tout de cul, ça donne une visage. T'es en couple, c'est pas grave, toi t'es en couple, t'es réservé. Moi, faut que je paraisse bien. Ton oreiller, tu l'aimes pour vrai. Non! Bref, pour aller dans le côté casting, les acteurs, on a Henry Cavill, qui était choisi par Superman. À l'époque, il était pas très connu. Il avait fait la série Tudor, que j'avais beaucoup aimé. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître, dans le fond. C'est plate parce que tu te rendais jamais à la fin parce que j'étais là, hey, tu dors. Ah mon dieu. Je m'excuse. Si Hugo serait là, c'est lui qui l'aurait shooté. Je m'excuse. Elle était trop facile. La série est super bonne, une série historique sur Henry VIII. J'ai beaucoup aimé. Et un des personnages principaux était joué par cet acteur-là. Et on va revenir plus tard dans les anecdotes, mais il a été choisi pour une raison bien précise. On a Amy Adams, qui joue Lois Lane, la journaliste. Et, elle a commencé à être vraiment connue là, dans ce film-là. Même si elle est quand même dans la trentaine d'années, elle aussi, sa carrière, elle lève en ce moment-là. Oh, ouais, ben, elle est très bonne comme actrice. Elle est très bonne, j'ai beaucoup aimé dans. Elle faisait un film de crime avec Kristen Bell. Puis Jeremy Renner. Ah oui, mon dieu, que j'ai ça qu'on fait ça. Je suis quelque chose en anglais. Là. Ouais, il y avait Bradley Cooper aussi là-dedans. Oui, c'était un super bon film, mais elle était dedans. Puis elle était bonne dans Arrival, elle était fucking bonne même dans Arrival. Oui, dans Arrival, elle était écœurante. Elle est dans sa montée. On a Michael Shannon qui joue le méchant du film. Faut dire Michael Shannon. Shannon, qui joue le général Zod. Un acteur de tellement grand talent. Je l'ai pas vu beaucoup au cinéma, malheureusement. Mais je l'ai connu dans la série Walkout Empire. Ah ouais, je jouais là-dedans. La série d'HBO sur la prohibition. Qui était très bonne, qui est basée sur des histoires vraies. Et il jouait un agent du FBI, je me rappelle bien. Et je l'avais bien aimé là-dedans, il avait un rôle très torturé, tout ça. Et je l'ai vu à quelques rôles au cinéma, mais j'arrive pas à m'en rappeler exactement. Mais je sais que c'est un acteur de talent qui... Mais là, il jouait il y a pas longtemps, il a joué dans La Veille. Tu sais, les trois gars qui vont fumer qui c'est la veille de Noël avec Seth Rogen. Oui, je l'ai aimé là-dedans. Il y a un autre film que je vais voir de lui, qui a fait il y a pas longtemps, c'est un film historique. Il fait Elvis. Ah oui, Elvis. C'est Nixon contre Elvis avec Steven Spacey. C'est lui qui fait Elvis. Puis Kevin Spacey fait Nixon. J'ai jamais vu ce film-là. Je veux le voir, moi, ça fait un bout, je veux le voir. Ouais, moi aussi, j'étais surpris parce que je m'entendais pas ce qui ressemble tant à Michael Jackson, mais quand tu le vois maquillé. Michael Jackson Elvis Presley. I don't wake up because I'm bad. Très bonne. Je pensais pas qu'il y avait autant. J'étais pas sûr, quand ils ont annoncé cet acteur-là faire Elvis, j'étais comme, what? Mais quand je l'ai vu maquillé, tout ça, j'étais comme, Ah, là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, c'est ça. Je pense que finalement, c'est Kevin Spacey qui s'en sort moins bien. Puis je pensais que, niveau maquillage, on parle. Là. Ouais, Kevin Spacey, ils ont fait ça baiser, qu'ils ont changé son nez. Puis... ouais, c'est à peu près ça. Ouais, Russell Crowe, qui est dans le fond la plus grosse pointure du casting. Comment il s'appelle le père de Superman? C'est Joel? Joel, ouais. Joel, qui est le père de Kal, qui est dans le fond Clark Kent. On a aussi Kevin Costner, qui joue Jonathan Kent, qui est le père adoptif de Superman. On a Laurence Fishburne, qui joue Perry White, qui est le rédacteur en chef du Daily Planet, où c'est la place où Lois Lane travaille. Et on a Diane Lane, très drôle, ça fait référence à Lois Lane, qui joue Martha Kent, qui est la mère adoptive de Clark Kent.
Je vais te laisser continuer, il faut que je reprenne mon souffle. Ok, bon, fait que le distributeur du film, c'est évidemment la Warner Bros. Pictures. C'est une production faite par DC et Legendary. Legendary étant la maison de production à Christopher Nolan. Les anecdotes, rapidement. À la base, le costume de Zack Snyder avait voulu, pour Superman, c'était finalement le costume relativement classique avec les bobettes, là, on va se le dire. Ouais. Les bobettes rouges, finalement, pour donner vraiment un ton plus réaliste, puis DC a autorisé ça. Parce que DC souhaitait avoir des personnages plus modernes, plus d'actualité. Puis on va se dire, les bobettes. Écoute, moi personnellement, je trouve que son costume est le plus beau depuis qu'il n'a plus, là, mais ça c'est bien personnel. C'est bien personnel. Mais non, c'est vraiment juste un choix. Puis tu sais, ils ont quand même. Il a tout est assombri, là, son costume, le rouge, le jaune, tout est moins ultra voyant. Là. Ce qui fait que le costume est quand même vraiment beau. Là. On dirait Le costume il est très beau, il est très original, puis on voit que c'est dans la continuité de rendre les personnages plus modernes. Parce que dans toutes les versions précédentes, on avait le même genre de costume. Dans Superman Return, dans les débuts des années 2000, il avait gardé le costume classique de Superman bleu avec les bobettes rouges. Ça différait. Là. Puis on voyait qu'il y avait un décalage avec la réalité. Moi, je le sentais quand t'écoutais le film. Tu sentais que c'est pas réaliste par rapport à la société. Oui, dans le temps, ça fitait, mais là, tu sais, ils ont retravaillé comme le costume de c'est parce que quand t'as vu des costumes comme Spider-Man ou le Batman de Christopher Nolan ou les X-Men, t'arrivais avec Superman Returns avec un costume vraiment plastique. Non. Ça passait mal. Ce costume-là, c'est vraiment démarqué. Anecdote que je vais mentionner aussi, l'acteur principal a été choisi parce qu'il était pas connu. Il voulait comme donner un vent de fraîcheur à l'univers de DC qui voulait commencer. Parce qu'on a déjà parlé, mais à la base, c'est censé être Green Lantern, mais ça a été un flop. Donc, ils ont voulu relancer ça. Ils ont voulu donner une nouvelle tête d'affiche pour comme, créer un nouvel univers. Donc, ils ont pris Henry Cavill. Puis, ils sont forts aussi, DC. Quasiment tous leurs héros qu'ils ont choisi à date, c'est ça, sauf Ben Affleck. Ils ont pris des acteurs qui sont peu ou pas connus pour faire des rôles de super-héros, dans le sens que l'acteur qui fait Cyborg, qui fait Flash, qui fait Aquaman, sont peu connus. Ouais, quoi que Jason Momoa, c'est peut-être le plus connu après Ben il est en Affleck. montée, il est en montée, lui. Ouais, c'est ça. Mais le plus connu de la gang, c'est Ben Affleck. Probablement parce que Batman, c'est un personnage... il te fallait un acteur fort. Ouais, il fait, puis Ben Affleck était choisi en fonction d'Henry Cavill. Parce qu'il voulait un acteur plus grand que Henry Cavill, puis qui ait le look de Bruce Wayne. Puis le candidat qui fitait le plus, c'était Ben Affleck. Puis Ben Affleck, pour son personnage, on dira ce qu'on voudra, il s'est musclé en tabac. Ah, il s'est entraîné. Je le chatouillerais pas. Bref, pour revenir à Man of Steel, Rotten Tomato a donné 55% d'avis positifs, ce qui est mitigé. Ouais, c'est un peu en haut de la moyenne. Mais... Ça reste, moi, je considère mitigé. Quand t'es entre 50 et 60, 65, t'es mitigé. Là. Par contre, le public était plus au rendez-vous avec un 75%, ce qui est quand même très bien, dans le sens que c'est... Mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que les personnages comme Batman et Superman sont des personnages ultra connus de la culture populaire. Là. Fait il y a comme vraiment un fanbase énorme pour ces personnages-là, puis il y a comme un amour qui finit pas. Fait que n'importe quel film serait mauvais, vont avoir des bonnes critiques généralement. Puis ils vont défendre le film. C'est exactement ça que je pensais. Ah ouais, tu pensais à ça? Non, mais dans le sens que les fans de super-héros vont toujours appuyer le super-héros. Ouais, même si le film n'est pas bon. Là. Voilà. Même pour Green Lantern, le public était plus là que la critique. Ouais. Pour Metacritic, étonnamment, c'est la même chose. 55 d'avis positifs. Et pour le critique... Public? non, pas public, professionnel. Et 75% d'avis positifs du public. Non, le 75, c'est le public. Ouais. C'est ça, mais t'as dit l'inverse. J'ai dit 55. Ah, ok, excuse-moi, ok. Ça va aller, Max. Je sais que c'est toi qui s'est fourré, mais en tout cas. C'est pas grave. Bref, les notes sont identiques. C'est rare que ça arrive. Même toi, tu étais étonné. Mais ça montre quand même. C'est rare, mais ça montre comme. C'est bien représentatif. Là. Ouais, exactement. Je vais te laisser aller avec. Ben, en fait, bref, mention que c'est basé sur l'univers de Superman. Il faut quand même le mentionner pour ceux qui connaissent pas ça. On l'a écrit, je vais le mentionner. Si tu connais pas Superman ou Batman, ben sors de chez toi. Fait que le film a coûté 225 millions. Écoute, c'est cher. C'est gros. Là. Écoute, tu m'entends souvent parler du box-office, c'est énorme comme c'est dans les plus hauts. Là. Et le film a rapporté 668 millions. C'est pas un échec, loin de là. Non. Mais c'est pas le succès escompté. Par exemple, à 225 millions, on n'est pas loin. Il doit être facilement dans le top 15 des films les plus chers de l'histoire du cinéma. C'est énorme, 225 pièces. Sûrement qu'ils visaient le milliard. 225 pièces. 225 millions. Ouais, c'est énorme comme budget. Probablement que la Warner visait vraiment en gros ce film. Ben, j'ai l'impression qu'ils visaient le milliard pour ce genre de film-là. Là. Ouais, ben Batman vs Superman, c'était 1 milliard qu'il visait. Ouais. Puis il a fait en dessous, il a fait 870 millions, je pense, à peu près. Ouais. Fait que c'est vraiment pas les box-office souhaités. Fait que je pense qu'il souhaite gros pour Justice League, mais. On va voir ce que ça va donner. Ouais. Surtout que Joss Whedon qui a travaillé dessus.
avec un paquet de coupeurs. Ça m'inquiétait un peu, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai confiance en Josh. Ouais, j'ai confiance moi aussi. Surtout qu'il va travailler aussi sur Bad Girl, mais ça c'est un autre sujet. Pour faire un résumé du film, dans le fond, Ben of Steel raconte l'origine du super-héros emblématique connu de tous. Si vous ne connaissez pas, ben, allez-vous-en. Écoute, c'est un des personnages les plus connus Il y a de des l'histoire références de la dans. culture populaire. C'est ça, il y a des références partout. Dans plein de séries, plein de films, ils en font des références. Là. Combien de fois on a vu des références de quelqu'un qui rentre dans une cabine téléphonique Oui. pour changer, ou hey, est-ce un avion, est-ce un Oiseau. oiseau? Mais non, c'est Superman. Écoute, vous les connaissez toutes de bord en bord. Ah ouais. Les bobettes sur le costume, le fait qu'il s'enlève ses lunettes, puis il remet ses lunettes, il n'y a personne qui le reconnaît. Là. Moi, une des scènes clichés, c'est il a fait une parodie des films super-héroïques, puis t'as la scène de Superman qui est sur un toit, puis il mange une balle, puis elle mange dans l'œil, puis il tombe en bas du building. Je sais pas si c'est. Non, j'ai jamais vu. Tu sais, il a fait un film de peur, mais style super-héros. Ouais. Puis il y avait une des scènes, c'était tiré de Superman Return, parce qu'il y avait une des scènes de Superman Return, il est sur un toit, puis t'as Lex Luthor qui tire une balle, des kryptonides, puis il a ça dans le torse, puis il tombe. Mais dans la scène parodique, il la mange dans l'œil, puis il est comme Ah ouais, c'était le film de super-héros là. Ouais, il me semble. Ah, faudrait que je le réécoute. J'avais aimé ça en plus. Bref, ça raconte l'univers et l'origine de Superman d'une façon moderne, en introduisant, en laissant beaucoup de place à sa famille d'origine, donc sur Krypton. On a le droit à peu près à 15-20 minutes d'introduction avant de voir Superman à l'œuvre, ce qui est une première pour les films de Superman, parce que tous les films de Superman connus qui ont été créés ont toutes la même base. On voit Superman qui est à la ferme de Smallville puis qui découvre ses pouvoirs. Là, on a droit à une introduction avec son père, Joel, ce qui était particulier en soi. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et d'ailleurs, ils vont baser une série Krypton là-dessus. Reste que ça, c'est l'introduction de Superman. Donc, on va découvrir ses pouvoirs emblématiques et il va confronter un de ses plus grands méchants. Pour une fois aussi, ce qui est intéressant à mentionner, d'habitude, les premiers films de Superman, c'est Lex Luthor le méchant. Dans tous les cas, c'était ça. Pour une première fois, ils ont décidé de ne pas réutiliser Lex Luthor tout de suite. Ils ont regardé pour Batman Superman. Ils ont pris. C'était un bon choix, là, tant qu'à moi. Là. C'est un bon choix. Quoique, je serais pas surpris que pour 1902, ce soit encore Lex Luthor. Ouais, ça aurait du sens. Ça aurait du sens. Surtout qu'il sera pas dans. Je pense que ça va être officiel finalement qu'il serait pas dans Justice League. Est-ce que j'ai lu, il a été coupé, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai lu moi aussi. Ben, c'est correct. Je crois que j'avais voulu le voir avec son nouveau look, mais bon, c'est une autre affaire. Bref, c'est le Général Zod. Donc, pour revenir aux acteurs, qu'est-ce que tu as pensé de la performance d'Henry Cavill? Je le connaissais pas. Pour vrai, le premier film que j'ai connu de lui, c'est vraiment Man of Steel. J'avais jamais vu avant. Pour vrai, Henry Cavill s'en sort relativement très bien. D'un, il y a la carrure, il y a le menton. Je trouvais que pour une fois, comme l'autre ancien qu'il avait fait pour Superman Returns, je le trouvais trop mince pour un Superman. Moi, dans ma tête, il était pas cut, il était pas. Ça, moi, dans ma tête, un Superman, c'est quelqu'un de fucking cut bâti. Puis Christopher Reeve, à l'époque, le faisait bien. Puis là, c'est vraiment une montagne de muscles, ce gars-là, là, on va se le dire. Là. Oui. Puis non, pour vrai, puis je trouve qu'il s'en sort bien, il joue bien. C'est pas, je pense pas, il est pas mal dirigé, là, je trouve pas. Là. Pour vrai, j'ai rien à reprocher. Écoute, contrairement à toi, moi je le connaissais avant, je l'avais connu dans la série Tudor, c'est ça que tu as fait connaître. J'avais beaucoup aimé son personnage, j'avais beaucoup aimé son jeu. On voyait qu'il aimait ça jouer. Il y a des côtés qui se ressemblent un peu dans son personnage Superman qu'il y avait avant dans sa série Tudor. C'est son. Sa personnalité dans le sens qu'il est tout le temps un peu baveux. Et on le ressent un peu dans son personnage de Superman. Il y a une tendance... il y a tellement un regard naïf en même temps. Ouais, mais c'est ça, c'est l'autre point que j'allais dire. Dans les Tudors, on voyait un regard un peu comme perdu, tu sais, il regarde au loin puis il se pose des questions. Mais dans Superman, c'est le même principe. Il a fait un personnage très poussé sur sa psychologie. Il est très pensif, il se pose des questions, il est torturé. Il se remet en question. Il y a des doutes. Même si c'est poussé, on voit beaucoup de choses en accéléré. J'ai beaucoup aimé sa performance. C'est une bonne direction pour un Superman. Ouais, je trouve que c'est de notre époque, c'est la meilleure direction qu'on peut avoir pour un Superman. Très bon choix d'acteur aussi d'ailleurs. Il y a la carrure, il y a le look. Je trouve qu'il ressemble parfaitement au Superman que j'ai. Même si dans les comics, ils sont toujours un peu plus cut, mais il reste qu'il est cut. Fait que c'est ça qu'il faut. Parce que dans les comics, c'est tout à over. Ouais, c'est ça. Donc, je suis très content de sa performance. Je vais aller avec celle qui joue Lois Lane, Amy Adams. Elle, à l'époque, je ne connaissais pas vraiment non plus. Je me rappelle, je sais pas si c'était en même temps, mais elle avait joué dans... il me semble que c'est elle qui avait joué dans les gars qui vont dans les mariages pour coucher avec des filles. Wedding Crasher. Ouais, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est elle qui jouait là-dedans. Je pense que tu trouves qu'il y a une actrice qui ressemble vraiment beaucoup. Non, t'as raison, c'est Isla Fisher. Isla monte. Non, puis le pire, c'est que cette semaine, petite parenthèse, c'est à Jimmy Kimmel. Elle a fait un. Non, Jimmy Fallon, je crois, ou Jimmy Kimmel. Elle a fait une vidéo expliquant les différences entre elle et cette actrice-là. Oui, c'est ça, ils s'en ressemblent vraiment beaucoup. Ouais, ils sont vraiment. Écoute, c'est quasiment des sosies. Mais non, je me suis trompé. Bref, à l'époque, je ne connaissais pas.
Point. Parce que je me suis mis, je pensais que je la connaissais, mais non. À l'époque, je la connaissais pas. Et j'ai aimé. Ben, souvent dans les films super-héroïques, la fille principale est souvent très effacée, fragile, elle a besoin de son super-héros pour la protéger. Dans ce film-là, ils sont quand même assez égaux dans le sens que elle fait une femme forte qui n'a pas peur de l'aventure, elle n'a pas peur de risquer sa vie. Elle n'a pas peur de défendre Superman. J'ai beaucoup aimé ça, le côté femme forte. Je trouvais ça que c'était rafraîchissant. Que pour l'époque, mais quand c'est sorti, ça se démarquait là. Parce que même dans Marvel, c'est un problème qu'il y a aussi. C'est que la plupart des personnages féminins sont très effacés. Souvent, ils sont cachés dans le super-héros parce qu'ils ont peur, tu sais. Ouais. Des fois, ils ont essayé quelques reprises de détacher ça, mais on sent qu'il y a un préjugé là-dessus. Ici, on voulait vraiment se démarquer. Surtout que le personnage de Lois Lane dans les comics a une tête forte, elle peut peur de l'aventure, donc c'était bien représenté. Par contre, j'ai trouvé que sa personnalité était peu développée. Vu que c'était le film beaucoup en accéléré, c'est une des choses que j'ai trouvé un peu dommage du film, même s'il y a beaucoup de choses à montrer. On apprend peu de choses sur elle, puis la relation qu'elle développe avec Superman, on sent que c'est poussé. Là. Ça aurait pu être étiré sur un autre film, ça aurait été bien. Que là, ils ont comme trop accéléré les choses, j'ai trouvé ça un peu fake. Sinon, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Amy Adams? Écoute, moi personnellement, Amy Adams, je la connaissais plus ou moins aussi dans ce temps-là. Je pense que je l'avais vu dans un film, c'était The Master à l'époque. Qui était sorti comme un an avant, fait que c'était assez flou. Ce que j'en ai pensé d'Amy Adams, c'est écoute, pour vrai, moi je l'ai trouvé très bonne. Comme tu disais aussi, c'est une femme plus. Qui est très, son personnage est très autonome. Ouais, très autonome. Et elle va le faire elle-même ses recherches. Puis quand va arriver le temps qu'elle doit confronter des générales d'armée, elle s'en calisse, elle y va, puis elle va faire son enquête. Puis c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup du personnage. Moi, je connais pas autant le lore de Superman comme toi, mais j'aimais vraiment comment la direction on allait. Parce que la dernière de Slang qu'on a vu dans le temps, c'était vraiment pas de la. C'était de la merde, là, on va se dire. Ah. Puis je trouvais que là, on avait vraiment le droit à une interprétation honnête et fidèle, mais en même temps modernisée. Et Amy Adams, écoute, elle sait jouer, elle le prouve amplement. Même si j'ai l'impression qu'elle est un peu perdue dans tous ces green screen-là. Des fois, j'ai l'impression que son regard se perd un peu. Mais autrement, j'ai pas tant de reproches à y faire non plus. Là. Ben, une petite parenthèse, j'ai oublié de dire, je sais qu'à l'époque, elle avait été jugée sur son apparence, dans le sens que toutes les Lois Lane qu'on avait eu le droit étaient typiquement du look des comiques qui avaient les cheveux noirs aux yeux bleus. Dans ce cas-ci. Plantureuse aussi. Là. Plantureuse, oui. Dans ce cas-ci, elle est rousse. Ce qui avait été critiqué à la base. Écoute, si on veut des femmes qui sont humaines, on veut pas une femme qui sont en plastique. On veut quelque chose qui est vrai, tu sais. Puis ça le sent dans le film, on sent que c'est une personnage. Puis c'est dur de faire quelque chose de vrai dans un film où que c'est un gars qui est un alien qui est indestructible. Tu sais, fait que, en tout cas. Ouais. On va parler de Michael Shannon. Michael Shannon, ouais. Shannon, qui fait le grand méchant du film, qui fait le général Zod. Pas Zod, mais général Zod. Il précise dans le film à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? C'est le meilleur acteur du film. Littéralement, je ne pèse pas mes mots. C'est le personnage, je trouve, qui dégage le plus d'émotion, d'énergie. Quand il vient le temps, qu'il y a des frustrations. Je repense facilement à son visage quand il pogne les nerfs dans le vaisseau spatial, quand il part dans des dildos. Dans des dildos. Avoue. Dis-moi pas que t'as pas pensé à ça quand tu les as vus. J'y ai pas pensé! Fuck you. T'es croche en tout le monde les appelait dildos gris. Là. Ben ouais. Mais oui, pour vrai. Toi, Marcel pis tes amis fuckés. Non. Je te jure, c'est un meme sur Internet. Ouais. Ben, ok, après ça, on va googler, là, je vais te le montrer. Là. Tu vas faire comme Chris, c'est vrai. Ouais. Mais pour vrai, Michael Shannon, fuck, il est bon là-dedans. Écoute, c'est un des acteurs, tu le sens. C'est pas du pilote automatique. C'est naturel ce qu'il fait. On le sent la colère. On sent que le gars, Steve, l'a vécu dans son histoire. Je trouve que il est ultra pertinent. C'était un Zod qu'on n'avait pas vu comme on n'avait pas vu à l'époque. Puis pour vrai, je trouve que ça amène un côté humaniste dans un personnage qui ne l'est pas du tout. Fait que moi, sérieusement, là, Michael Shannon, ramenez-le quand vous voulez. À part pour. En tout cas, pas dans Batman v Superman, c'est une autre histoire, là, mais. Ben écoute, j'ai adoré sa performance. Comme j'ai dit tantôt, c'est un acteur que je connaissais avant à cause de la Skywalker Empire. J'avais vu dans quelques autres rôles au cinéma, mais ça m'avait pas trop resté en mémoire. Reste que c'est un acteur qui a un charisme. On le sent quand il parle, on l'écoute. Tout le monde il capte l'attention des gens quand il parle. Et aussi sa mimique. Dans le sens que quand il est en colère, tu le sens dans son visage. Là. Il est en colère. Là. Ouais. Tu le sens, il shake. T'es comme. Oh, ouais, il y a vraiment un regard de colère. Ouais, puis j'ai aimé ça. Quand je le regardais, je sentais l'émotion. C'était pas
c'était pas poussé à fond, c'était pas fake. Mais il y a une phase de gars arrogant pour vrai. Ouais, je pense qu'il est choisi aussi pour ça. Tu vois son regard qu'il est comme, je suis plus fort que toi, là. Oh, ouais. Mais en plus, qu'est-ce qui est intéressant de Michael Shannon là-dedans, de son personnage, ses raisons sont valables. Oui. Sont ultra valables. Puis tu sais, en quelque part, c'est Superman de confronter ce qui est complètement... Qui est justifiable de la raison du pourquoi que le personnage arrive à ça. Je pense que c'est ce qui rend le personnage encore plus intéressant dans le film. C'est une perspective, je voulais en parler à côté spoiler, mais en effet, reste que l'acteur, super bonne performance. Souvent, le méchant dans les films il est plus effacé, il est moins dans les films super-héros récents. Surtout, exemple, dans Green Lantern qu'il avait fait avant, le méchant était beaucoup. C'était de la merde. C'était de la merde, voilà. Et là, ils ont fait, on voit qu'il y a eu un travail qui s'est fait sur le méchant, surtout que c'est un des méchants les plus emblématiques de Superman, les plus anciens, et qui a une des histoires les plus intéressantes, et qui avait beaucoup de potentiel avec. Et ils l'ont pas gâché, ils l'ont bien utilisé. On en parle avec spoiler, mais j'aurais aimé ça le revoir. Mais on va parler avec spoiler dans le sens pourquoi ça c'est pas possible. Sans doute, là. Tu sais, quand un méchant dans un film, c'est parce que, tu sais, Ouais. je vais finir avec un dernier acteur parce qu'il y en a quand même plusieurs. Le père de Superman, Kevin Costner, ouais. qui est la grosse pointure du casting. C'est le plus gros acteur. Ouais, c'est le plus gros là, du casting. Même si Kevin Costner, c'est un gros acteur, mais il est très secondaire dans le film. Ok, tu veux parler de Russell Crowe, bah. Ouais, je parle de Russell Crowe. Ah ouais, parce que t'as dit Kevin Costner. Non, j'avais dit Russell Crowe. T'as dit Kevin Costner. Je suis fatigué. On peut parler de Russell Crowe si tu veux. Bon, je vais parler de Russell Crowe dans le sens que c'est. Ben, avec Kevin Costner, mais je trouve qu'il est plus important sur Russell Crowe parce que Kevin Costner il est très secondaire dans le film. Oh, ouais. Même si c'est une grosse pointure du cinéma. Ouais, puis son personnage fait quelque chose de vraiment épais dans le film. On s'entend là. J'ai trouvé ça, c'est une des trucs que j'ai trouvé moyen du film. Mais Russell Crowe qui fait le père biologique, qui fait Joel dans le fond de. J'ai l'impression de voir le même personnage que dans la momie. Dans la momie. J'ai l'impression que dans la momie, il a repris le même personnage. Ben, je suis pas d'accord. Non! Il n'y a pas la même psychologie. Dans Superman, il est très posé, très calme. Ouais. Il est calculateur. C'est vrai. Puis, tu sais, je veux dire, il est intelligent, puis il a un côté aimable. Ouais, c'est lui qui est le plus humain sur sa planète, là. Ouais, c'est ça. Et que dans La Momie, il fait comme le leader d'une société sombre qui veulent capturer les monstres pour pas qu'ils font chier le peuple. Ok, ma comparaison était boiteuse. Pardon. Je te pardonne. Est-ce que j'ai aimé sa performance? D'habitude, il n'est pas autant exploité le personnage de Joel dans les films de Superman. Là, ils l'ont beaucoup exploité pour donner une nouvelle version à Superman. J'ai beaucoup aimé ça. Aussi l'interprétation qu'on fait parce qu'il a le droit à peu près 20 minutes du film juste à lui. Ce qui est une particularité en soi. Puis j'ai bien aimé ça voir l'évolution du personnage. Puis aussi son support avec Superman. J'ai vraiment aimé. C'est comme un peu le. Je sais pas comparer comment je faisais ça. C'est comme le oracle. Moi, je la vois plus comme le Yoda de. Ouais, ben ça, je cherchais à dire comme le master, le maître. Comme un peu le Yoda de Superman, là, tu sais. Il était là pour l'enseigner puis le guider. J'aimais bien ce côté-là parce qu'il fallait qu'il y ait un mentor Superman pour qu'il évolue dans le sens dans l'univers du film actuel. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Écoute, je trouve que ça, c'est un personnage qui malheureusement est un peu sur le pilote automatique. J'ai senti qu'on te donne un texte, t'as ce contexte-là, puis tu l'assumes. C'est un peu comme ça que je l'ai vu. J'ai pas été attaché à ce personnage-là. Je l'ai senti. Écoute, ça va l'air vraiment bizarre, mais le moment qu'il tient Superman dans ses mains, j'ai comme quasiment vu Gladiateur. Avoue. Puis c'est peut-être parce que je suis ancré par ces films qu'il a fait auparavant, mais j'ai eu la misère vraiment à faire. Ah ouais, Russell Crowe là-dedans. Aïe aïe. Mais ouais, j'ai pas rien d'autre à dire sur lui. C'est correct, y a pas de mal. On va aller du côté. On va parler de la critique en général. Qu'est-ce que t'as pensé du film? Ouais, Man of Steel, la première fois que je l'ai vu, j'avais capoté. Je suis honnête avec toi, j'avais vraiment aimé ça. J'ai fait, ça c'était un vrai Superman comme je voulais. Parce que je me rappelle les premières bandes annonces, j'étais hype as fuck. J'étais comme, oh mon dieu. Nolan a travaillé là-dessus, ils ont fait une refonte, on a droit à un Superman fucking dark. J'étais comme, ça va être malade. Ce que j'en ai pensé réellement du film, tu sais qu'il y a des films, des fois, que tu le prends, t'apprécies, puis après ça, tu le digères, puis après ça, tu te fais un avis. Fait que tu sais, le film, il fait 4 ans, puis j'ai eu le temps de me faire du recul, puis me donner une idée vraiment approximative du film. C'est pas un film parfait. Loin de là, le film a des défauts qui sont quand même majeur, mais il y a un côté de moi qui a vraiment eu du plaisir à l'écouter. Je trouve que Zack Snyder là-dedans est beaucoup plus honnête dans son travail que dans BVS. Mais c'est sûr qu'il y a des affaires qui m'ont vraiment dérangé, comme tout le côté Jésus.
tu vas me dire, what the fuck, Jésus? Mais quand il va à l'église ou qu'il descend, à un moment donné, la façon qu'il descend, il se met comme en Jésus qui est attaché à une Ouais, j'ai croix remarqué. avec le soleil. Puis c'est voulu. Puis c'est des petites choses qui m'ont gossé. Puis c'est sûr qu'il y a des décisions, puis il y a des incohérences. Écoute, il y a des plot holes dans ce film-là, c'est épouvantable. Mais c'est pas. Ça n'a pas été suffisant pour nuire à mon plaisir. Ça sera pas un film qu'on va se rappeler nécessairement, malheureusement. Peut-être que le 2 va être capable de rehausser la pente, mais c'est un film que j'apprécie. Toi, Mathieu? Un peu dans la même veine, c'est un film que j'apprécie. À la base, je suis pas un gros fan de Superman. Moi, j'ai grandi avec les Christopher Reeve. Je les ai vus quand j'étais plus jeune. J'ai pas vu le spin-off Supergirl. Parce que c'est un des pires films de l'histoire. Ah, c'est vrai que c'est épouvantable, hein? Ah, c'est le pire film dans le classement. Là. J'avais fait le classement, toi, c'est le pire film. Après, t'as Catwoman. Genre, Supergirl, Catwoman. Quand t'es fait pire que Catwoman. C'est quelque chose. Mais, ouais, bref. J'ai grandi avec le Superman d'origine qui était très bon, même si à chaque film, il perdait sa qualité. Après, j'ai eu le droit à Superman Return, j'étais comme, ah! Puis, je me rappelle d'avoir vu la bande-annonce de Superman Return quand j'étais plus jeune. Puis, la bande-annonce, ça avait l'air très sombre. J'étais comme, hein? Quoi ça, Superman sombre? Genre, T'es pas habitué quand on avait vu. je comprends pas. D'habitude, il est genre full joyeux, puis il arrive, puis il sauve tout le monde. C'est comme, ah, regardez, c'est Superman! Puis là-dedans, c'est comme, hein? Superman est revenu. Mais il est pas supposé être mort. Puis là, t'avais Michael, c'est Kevin Spacey qui est genre sur une roche noire, puis comme, j'ai un plan diabolique. Ouais. J'étais comme, ok. Si je me rappelle qu'il faisait de la promotion de ce film-là, partout, Ah ouais. il y en avait ses cériales, un Tu voyais tout le temps le symbole de Superman sur son torse, là. Ouais. Je me rappelle, puis quand j'ai vu le film, quand je l'ai vu la première fois, du coup, j'étais comme, ok. J'étais pas sûr. Puis j'ai écouté quelques fois. J'ai écouté, je pense, 3-4 fois dans ma vie. 3 fois, il me semble. Puis, Wow! Comment t'as fait pour vrai? il me semble que j'ai écouté 3 fois, mais une fois que j'ai pas écouté au complet, parce que j'ai joué à la TV, fait que j'ai manqué un bout. Mais j'ai réalisé après que le film était vraiment mauvais. Puis c'est rare que je dis qu'un film est mauvais à ce point-là, mais il était mauvais. Il faut que tu l'aies vraiment Il avait pas. détruit Superman pour beaucoup d'aspects. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait annoncé un nouveau Superman, moi j'étais pas un fan. J'étais pas un fan. J'adorais Steve Smallville, mais dans le sens, pour moi, Smallville, c'était pas l'essence de Superman en tant que tel, dans le sens que c'est un personnage à part, vois-tu. Et c'est le costume peut-être qui me dérangeait, je sais pas. Mais quand j'ai vu la bande-annonce du film, j'ai été surpris. J'étais comme, c'est Superman ça? Puis j'ai écouté le film, puis j'ai aimé le film. Puis j'ai adoré, puis j'ai aimé les choses qu'on fait, les ajustements qu'on fait, puis l'intro, qui ont beaucoup plus axé sur le père à Superman. Je trouve ça intéressant, c'est quelque chose qui n'a jamais été exploité. C'est vrai. Puis j'ai aimé ça, voir ça, c'est une belle évolution, puis ça faisait une belle introduction. Il y a des choses que j'ai moins aimées, que après, ce qui arrive à cause de ça, le reste du film est en accéléré. On le sent, je l'ai senti pas mal quasiment tout le long du film, sauf à certains moments. Il a dû accélérer après, parce qu'au début c'est lent, t'as 20 minutes d'introduction, puis après, Superman, tac, 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 tac. Il y a Et certains... le pire, c'est que c'est un film qui dure quasiment 2 h 30. Là. Ouais, c'est ça, mais il a quand même trouvé le moyen d'accélérer. Mais reste dans l'ensemble, les scènes d'action, j'ai trouvé très bon. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de CGI dans le film. Non, c'est moins visible que Batman vs Superman. Non, c'est ça, on le sent moins. On sent moins que c'est fake. Quoi qu'un peu à la fin, dans le combat ultime. Ouais, mais t'en Ça- as tellement pas eu t'en as tellement pas eu tant que ça tout Ouais. le long du film que ça passe mieux. T'es pas saturé. Non, c'est ça. C'était ça le problème de BVS. C'était ça tout le long. Puis j'ai aimé ça, j'ai aimé le film parce qu'il était bien balancé, j'ai aimé les personnages, j'ai pas trouvé de points faibles dans les personnages, le scénario était très bon, j'ai pas beaucoup de points négatifs à part la structure du film, quelques petits éléments par-ci par-là, reste que le film, j'ai été surpris puis je l'aime, puis ça fait partie du top des films de DC, puis dans mes films de super-héros, il est proche d'un top, mais il est pas dans le top 5 là, mais il est proche, il est vraiment très bon puis il se démarque, donc c'est une belle surprise pour moi, puis ça m'a redonné, moi je faisais ça. Je suis devenu un fan de Superman, un vrai, là. Pas un fan de Smallville, mais vraiment un fan de Superman. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va du côté non spoiler pour vraiment plus en parler en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté non spoiler, et je le répète, on critique le film Man of Steel de DC Comics. Je vais te laisser aller avec une scène. Dis-moi une scène qui t'a marqué. Ben, je te dirais que. Tu sais, enlève le départ avec Joël, Joël, ouais. gros, là, c'était mieux. Là. Moi, j'ai aimé l'interaction que Clark Kent a avec le père. Quand il va arriver à des moments que, mettons,
l'autobus, mettons, il tombe dans l'eau, puis il doit remonter l'autobus, puis que son père il dit ben, t'aurais pas dû. Ouais. Puis là, c'est là que Superman commence vraiment à se remettre en question en se disant écoute, est-ce que ce que je fais, c'est la bonne façon? Parce que, tu sais, c'est vrai qu'à quelque part, en relevant l'autobus, il dévoilait un peu qui était qui. Là. Ben, dans Man of Steel, le côté identité secrète est un peu. Nébuleuse. Là. Ouais. Ben, ça, écoute, on peut arriver tout de suite à ce petit bout-là à la fin. Il est engagé au Daily Bugle, c'est ça? Des planètes. Je me trompe avec Spider-Man, hein? Ouais. Ok, puis il est engagé, puis savent-tu que c'est Superman ou. Non. Il a ses lunettes avec ses cheveux frisés. Ouais, mais c'est pas clair. Mais son costume, c'est quand il est en Clark Kent, c'est ça le principe, tu comprends? Ouais. En tout cas, bref, c'est vraiment un affaire que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment quand on arrive il se remet beaucoup en question sur ce qu'il doit faire. Encore plus au moment que le père il décide de pas aller chercher le chien. Il décide d'aller chercher le chien dans le char. À place de laisser Clark aller le chercher. De un. Puis le pire, c'est que lui, il fait faire genre. C'est ça qui est le pire. Mais en même temps, genre. Écoute, je comprends tout l'amour que j'ai pour les animaux. Mais là. Tu t'as pas pour un chien. Hey, écoute, je suis même pas sûr de pouvoir dire ce mot-là. Le monde, c'est ça que ça les affecte le plus. Là, mais... Non, mais moi aussi, c'est une des choses qui m'a agacé. Il se sacrifie pour un chien. C'est un peu pas. Dans Smallville, c'était déjà mieux. Puis, tu sais, même si ça me faisait chier dans Smallville, parce que dans toutes les versions de Superman, son père de type finit par mourir d'une façon ou d'une autre. Il mourrait comment dans Smallville pour le fun? Dans Smallville, il meurt d'une crise cardiaque en essayant d'empêcher Lionel Luthor de corrompre son fils. Okay. C'est Luthor veut se servir de Clark Kent comme outil. Puis là, il commence à Jonathan Kent commence à tabasser Lionel Luthor. Puis il est malade, fait qu'il fait un arrêt cardiaque. Puis Lionel Luthor est comme fuck. Puis. Ok, ouais. Ben, c'est déjà. Tu sais, il meurt pour une cause noble. Ouais, c'est ça, là. Ben, écoute, je comprends qu'il faut sauver le chien, hein. Mais pour revenir au côté Superman qui est déguisé, tout ça, ça m'appelle toujours, j'en ai déjà parlé au podcast, Jimmy Kimmel Show, il avait fait une scène coupée de Batman Superman où t'as Jimmy Kimmel qui est là pendant que Bruce Wayne puis Clark Kent se rencontrent la première fois. Ouais. Puis t'as juste Jimmy Kimmel qui s'approche, je fais regarde, fait excuse-moi, t'as déjà dit que tu ressemblais à Superman? Il est comme non, là, puis il replace ses lunettes, fait comme t'es Superman, fait non. Puis il met celui-là avant la face Là, à Ben Affleck. il enlève les lunettes, fait oh my god, mais c'est Superman! Les gars, le pire. Plein de fois, tu nous parlais souvent, là. Juste finir, je veux le rappeler parce que c'est juste très bon contexte. Là, il découvre aussi que Batman, c'est Batman avec les lunettes, puis là, il s'en va, puis il revient, puis t'as Lex Luthor qui arrive, fait Clark Kent et Bruce Wayne. J'aime ça faire des rencontres, fait Batman, Superman. Fait ben non, ça peut être Superman, il a une vue parfaite. Puis il enlève les lunettes, c'est comme oh my god. C'est Superman, pourquoi je l'ai pas vu avant? Fait moi aussi, je me suis senti de même. Ça m'a pris 2 minutes de savoir. C'est l'acteur qui fait la voix de Batman Lego qui arrive en arrière. Ouais, c'est moi, Batman. Tout le monde s'en fout de Batman Lego. C'est bon, ça. Parce que la gag était super bon. Mais c'est un gag qui est sans revenu Superman. Mais pour les puristes, ceux qui connaissent l'univers de Superman, il y a une logique. Puis même dans Smallville, il l'exploite bien. Il y a une évolution là-dessus. Au début, il n'y a pas de costume. Puis à un moment donné, il réalise que les gens commencent à savoir que c'est lui Superman, fait qu'il est dans la merde. Fait qu'il commence à comme changer sa personnalité. Parce que d'habitude, il avance, il est tough, tout ça. Mais à un moment donné, il va comme être plus chétif, il va porter les lunettes, le chapeau, le manteau, puis il va accrocher le monde. Excusez-moi. C'est un costume. Clark Kent, c'est un costume. C'est ça le principe. C'est pour ça. Ouais. C'est con à paraître pour nous, parce qu'on sait c'est qui. Mais si tu ne saurais pas c'est qui, je sais pas si tu serais capable de le distinguer. Ben, je dis pas parce qu'il paraît invisible. Je sais pas si je le croise dans la rue. Non. Mais je travaille avec. Mané, je fais le lien. Le gars, il fait le petit cover des journaux à tous les jours à front page. Tu sais, on va super bien sa face. À Mané, tu fais pas faire. Il pense avoir fait le journal. Ah, ben, c'est ça. 1 plus 1 fait 2, puis on le sait. D'ailleurs, petite parenthèse en continuer, ça me rappelle toujours. J'avais un meme, c'est le journal du journal de Gotham après le 3e Batman. Ça dit 2 héros sont morts cette nuit. T'as la face de Batman, ta face de Bruce Wayne à côté de l'autre. 2 héros sont morts cette nuit. C'est comme en tabarnak. Ouais, je l'avais déjà vu. Personne te lien, t'es comme. Est-ce qu'on est fatigué, là? Aujourd'hui, on est fatigué. Ah, pas de sens. Pour revenir au film, moi j'ai beaucoup aimé l'intro qui était, je le répète encore, original et unique. Ben, c'était le fun aussi visuellement, là, c'était beau. Là. Ouais, c'est très beau visuellement, puis c'est de montrer un univers qu'on était pas habitué de voir, la planète Krypton. Puis aussi, ça introduisait le méchant. On voyait ses motivations parce que pour une fois dans ce film-là, ben, dans le film du super-héros, le méchant il est pas réellement méchant. C'est qu'il y a un point de vue différent sur. Ce qui est la vie, en fait. Ouais, sur la vie, voilà. Puis c'est là que ça va se confronter avec Superman, parce que Superman, il est élevé d'une façon différente. Fait
ils ont chacun leur motif différent, mais en tant que tel, il est pas méchant dans le sens que. Oui, il est méchant parce qu'il veut détruire. Mais c'est parce que c'est pour la survie de son espèce. Ouais, c'est ça. Il veut protéger son espèce, puis Clark Kent, il est comme genre. Moi, je suis plus humain que kryptonien, fait que je protège les humains. Ouais. Ben, c'est parce qu'il a tout vécu sa vie là, tu sais. Et t'es élevé là. Mais c'est ça qui est intéressant comme méchant, d'avoir un méchant qui était vraiment ni rouge ni noir, là, tu sais. J'ai vraiment trouvé ça original. Puis on parlait des flashbacks tantôt. Il y en a une scène avec le père de Tiff. Quand à un moment donné, son fils, il revient après je pense, l'autobus, ou avant ça. Non, c'est dans la première scène qu'il découvre ses pouvoirs. Il est à l'école, puis il voit à travers les vêtements de sa prof. Puis il voit son squelette, tout ça. Puis il commence à entendre des sons super forts. Il va se cacher dans une armoire. Puis là, il dit à son père, il dit, comment ça je suis même? Pourquoi je suis différent des autres? Il dit, je comprends pas. Il dit, c'est parce que t'es différent. Il dit, écoute, je viens-tu d'une autre planète? Là, il l'emmène dans la grange. Il dit, t'es venu dans ce vaisseau-là. Tu viens pas d'ici. T'es la réponse à ce qu'on cherche. Est-ce qu'il y a une vie à l'extérieur? Ouais, c'est des belles phrases pour Ouais, vrai. son père de tu sais, des belles phrases, des belles citations. C'est pour ça que ça c'était écœurant dans la bande-annonce. Ça. Ouais. Puis j'adore ses répliques. Puis c'est une belle scène. Puis c'est souvent appris, mais j'aime ce côté-là qu'il découvre qu'il est comme ah, je suis un extraterrestre. J'ai beaucoup aimé ça, mais pour revenir à l'essentiel du film, je pense qu'on pourrait parler de Zod. Vu que c'est le méchant. Ben, c'est le méchant du film, mais je veux dire ça. Non, je sais. Je veux qu'on parle de la scène du vaisseau dans l'Arctique. Ouais, c'est ça que je voulais emmener. C'est là que je t'ai rendu. Vas-y. D'un, j'ai trouvé ça wise que Joël pense à mettre un costume là. Parce qu'il avait prévu que Superman grandirait puis il donnerait un costume, faut croire. Mais c'est comme si c'est un genre d'uniforme. Ouais, c'est des affaires de mecs qui sont ambiguës puis que genre il y a comme une intelligence artificielle qui va dire à Superman où aller. Ça j'ai pas trop compris, je pense qu'un enregistrement aurait suffi là. Mais c'est comme c'est souvent le cas dans l'univers de Superman. C'est Joël a gardé une partie de son identité comme dans un ordinateur. Fait qu'après t'as comme sa personnalité, mais en tant que tel, t'as pas lui, t'as juste sa façon de penser. Ouais. C'est un peu ça qui est reflété. Ok, ouais. Ok, non, je savais pas interpréter de même. Mais en plus, la façon que je trouvais aussi un peu douteux, c'est que à quel point que Clark Kent fait le lien que il y a quelque chose extraterrestre qui a écrasé là-bas, ben c'est nécessairement à moi, tu sais. Mais écoute, c'est du net picking rendu là. Tu sais, il zigzague. Parce qu'au début, c'est un bateau de pêche, après, il va sur un truc de pétrole, là, il est dans un bar en train de le serveur. Ou qui décalisse le camion, là. Ouais, parce qu'il veut pas tabasser le gars, parce que tout le monde va savoir qu'il a des pouvoirs, ça. Comment pas se faire reconnaître après, ben non. Mais en tout cas, c'est des petites affaires de même. C'est une des bugs aussi dans ces scènes-là, que tout le monde sait qu'il y a des pouvoirs parce qu'il sauve les gens dans le pétrolier, il tient le truc, tout le monde le regarde comme. Puis il retient genre le truc de pétrole. Puis il se laisse tomber dans l'eau après. Ouais. Là. Mais ça fait des super belles scènes, c'est ça qui arrive. C'est des belles scènes à couper le souffle, mais ça détruit un peu le côté identité secrète. Ouais. Parce que c'est de là que Lois Lane va tranquillement retrouver. Le problème qu'il y avait de ce film-là, c'est qu'il essayait beaucoup de faire ce que la trilogie de Dark Knight avait fait, en essayant d'avoir vraiment un côté très 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 réaliste, tout en étant genre ultra irréaliste. Puis c'est ce que ça apporte, ça apporte comme des balancements au niveau du Scénario. Ouais, pas de scénario nécessairement, mais ça fit pas toujours, genre. Puis à partir de BVS, oui, c'est ultra sérieux, mais autant que c'était déjà plus over the top, puis c'était plus assumé, là, tu sais. Ben, ouais. Ouais. Toi, y a-tu une scène après qui t'a intéressé ou qui t'a. Mais une autre scène marquante, c'est la scène qui descend comme un Jésus. Ouais. Quand il accepte de s'arrêter par l'armée parce que Zod il arrive sur Terre puis il dit moi tout ce que je veux c'est Kael, donnez-le moi puis il y a rien qui va se passer. L'armée comme mais c'est qui lui? Ils mettent des menottes en plus. il se présente, au début, je pense qu'il n'y a pas de nom, il fait se présenter, puis là, il me note, puis il l'emmène. Puis là, il dit, je veux juste parler à une personne, je veux parler à Lois Lane, parce qu'il l'a rencontré avant, tu sais. Puis elle sait c'est qui, parce qu'elle a fait une enquête de 5 minutes, pour savoir c'était qui Clark Kent, parce que tout le monde sait c'est qui. Bref, c'était un peu poche, j'ai trouvé, parce que ça a été assez vite. C'est une des images que j'ai trouvé. Ouais, c'est un peu expédié, là. Ouais, c'est ça. Et là, il se parle, tout ça. Puis là, de l'autre côté, les gens, ils se préparent à l'endormir pour le transporter, puis comme... Ça sert à rien, vous faites ça, docteur Emile. Je vous entends. Je vous entends, puis je sais que vous êtes en train de préparer ça. On parle franchement, puis il casse les menottes, il se lève, il s'approche, puis il commence à parler. Puis il dit, désolé, on fait prendre nos précautions. Il dit, je vais me rendre, il n'y a pas de problème. Mais c'est encore là, c'est encore une super belle scène au moment que Superman descend devant les tanks. Ouais. Tu sais, ça a de la gueule, là, tu sais. Il y a fucking d'armées, il y a plein de tanks, plein de soldats, ils sont tous en ligne avec leurs guns. Ah ouais, c'est super beau. Ah, Je comprends pas que c'est arrivé à BVS, man. Trop. Pour la continuité de cette scène-là, j'ai trouvé ça très profond parce que le Slan, elle pose des questions, elle fait pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te sacrifies pour nous? T'es pas humain? Puis il dit genre non, c'est parce que je suis humain. Ouais. J'ai grandi ici, là.
j'ai grandi au Kansas, là. Ouais, je me considère humain, là, tu sais. Puis il disait à tout le monde qu'il est grandi au Kansas, personne ne fait le lien, là, mais ça, je trouve ça. Et dans notre détail. Là, on va essayer de s'axer un peu sur le méchant, parce qu'on n'en parle pas, là, en ce Ouais. moment. Donc, à partir de là, c'est là que le méchant entre en compte. ligne de compte. Parce qu'il vient chercher Clark Kent. Et c'est là qu'il y a des scènes intéressantes, je trouve. Oui, qu'il va y avoir comme des dysfonctions sur les écrans. Ils se font ça sur les écrans. Ben oui. Et genre, tout le monde regarde les écrans, puis les écrans viennent fucker parce que Zod fait un message à travers la radio. Oui, oui. Puis pour dire, on recherche Superman, puis il faut qu'il s'en vienne. Fait que Superman assume qu'il doit y aller. Qui est logique, là, je pense, là. Mais Je parlais des scènes dans le vaisseau aussi que je trouvais assez percutantes. C'était surprenant. Parce que dans le sens qu'ils ont trouvé un moyen de rendre Superman faible. ouais. C'est que, d'abord, vu qu'il est plus dans l'atmosphère terrestre, ben qu'il est dans l'atmosphère kryptonienne, ses pouvoirs marchent plus, fait qu'il est comme full faible, puis il est étourdi, tout ça. J'ai aimé ça le côté, puis t'as genre Zod qui le menace, puis il est comme non. Puis, parce qu'on apprend à fond que ça, c'est un truc qui est ajouté, mais toutes les informations sur son peuple sont en lui, puis pour l'extraire, il faut genre l'ouvrir. Ouais. Ça, c'est un peu. Weird. Ouais, weird. Et en parenthèse, il y a les Lane qui se fait guider par le père de Ouais, Clark parce Kent. qu'elle se fait kidnapper, puis elle se rend. Non, elle se fait pas kidnapper. Elle accepte de donner parce qu'il demande. T'as les soldats qui arrivent, on veut aussi les Slanes, ils font comme non. Là, elle fait comme non, je vais y aller, c'est bon là. L'armée peut rien faire de toute façon. Oui, Superman il est là. Mais dès là, on voit le caractère de Zod. J'ai beaucoup aimé, il est en colère, mais en même temps, il est comme salut, Joël. On voit comme. C'est pas parce qu'il est plus vieux que lui, là. Il Ouais. est plus vieux même. Là. Mais c'est comme retrouver. C'est comme faire. C'est comme s'il retrouvait son fils dans le sens que. Ouais, quelque part. Ouais. C'est comme l'espoir parce qu'il dit il a dérivé pendant des années dans l'espace sans trouver un signe que quelqu'un d'autre est en vie. Puis il a trouvé Clark Kent, puis Joël, puis Kal, voyons. Puis dès là, on voit son caractère, parce qu'il va rapidement. Au début, il a l'air gentil, tout ça. Il est comme. Tu sais, on est de la même, on est de la même peuple. C'est jusqu'à temps que là, ils disent que justement, je vais coloniser la planète Terre. Là, Ouais, il dit c'est la seule solution qui nous reste. Il faut recréer notre peuple. Puis là, c'est là qu'il y a une scène qui me rappelait l'espèce de rêve flashback, futur flashback. Tu sais, quand Bruce Wayne s'endort sur son ordi, puis il rêve dans le futur où que Superman domine tout le monde. Il y a une scène là aussi. T'as Superman qui s'endort, puis comme dans le champ chez ses parents, t'as Zod qui est devant lui, puis il montre ce qui va arriver. Il y a comme une explosion, Ouais. des squelettes partout, puis comme. Cette scène-là, j'ai trouvé un peu déroutante. Parce que j'aime bien avoir le lien dans le sens que les deux se parlent, mais Clark Kent est comme inconscient. Ouais. C'était le même bug que j'avais trouvé à Batman Superman. T'as juste Bruce Wayne qui s'endort, puis comme une scène qui a l'air fucking réaliste, mais on sait pas si c'est réaliste dans le sens que. Est-ce qu'elle elle a vraiment un contexte, là, tu sais. Ouais. Je trouvais que ça découpait mal le film, là. C'est teasé pour trop teaser, là. Voilà. Mais sinon, les scènes de combat, à partir de ce moment-là, il y a des scènes de combat entre lui, puis au début, c'est deux Kryptoniens, c'est les généraux de. J'ai trouvé ça bien fait. Ouais. La façon que c'est. Parce que ça aurait pu être. C'est vraiment qu'ils se frappent à sa face, mais ils font juste. Ben, bien fait. Ils se projettent partout. Le défaut, c'est que. Puis je comprends l'excitant d'un côté, c'est comme ça qu'il le voit. Superman, c'est pas un ange, c'est un démon parce qu'il détruit tout son passage. Ouais. Mais c'est un des plus gros reproches qu'il a fait au film. On peut en venir à ça, c'est le gros mouton noir du film. C'est que Superman est un héros, puis Superman devrait protéger la ville. Là, au contraire, il la démolit, esti, qui reste sur un os. À part de ça. Écoute, il se donne à cœur joie. Attends, il t'a démoli cette ville. J'aime la citation de Lex Luthor dans Batman Superman. Il dit on a toujours cru que les anges venaient du ciel, puis que les démons venaient des enfers, mais on s'est tous trompés. Puis il y a comme un cadre, puis il l'a mis à l'envers. Ouais. Puis t'as les démons qui descendent du ciel. Ouais, bah. C'est des bonnes images, là. Mais, tu sais, un enfant qui était intéressant de BVS pour ça, là, dans les peu de choses qu'il y avait, le film, c'est que les lasers que tirent Zod puis Superman sont vraiment synchronisés comme un Man of Steel. Ils sont vraiment. C'est un détail, là, mais la façon que les lasers sont détruits, c'est la même affaire dans Man of Steel. C'est des petites choses qui se rendent ça cool. Mais reste que le combat final de Man of Steel était écœurant, outre le fait qu'il détruit tout son passage. Ouais, dans Smallville aussi, là, il a fait sauter, là. Ouais, avec la station d'essence qui fait tout exploser. C'est le combat secondaire contre les deux généraux qui pètent tout. Mais le combat à la fin qui est très. C'est là aussi qu'il y a un côté psychologique qui est très porté parce que ils se battent autant physique qu'idéologique, dans le sens qu'ils n'arrêtent pas de se parler. Il est comme, tu comprends pas, on n'a pas le choix, genre, puis ils se battent. Puis à la fin, Zod il fait faire un choix impossible. Il est comme, tu me tues ou genre je tue ces innocents-là. C'est pour prouver qu'il est capable de se battre jusqu'à la fin. Ouais, il dit, moi j'ai une idéo, j'ai été programmé pour ça. Je vais le faire jusqu'au bout. Ma vie est dédiée à ça. Puis le Superman est comme, non, non. Puis tu vas en sortir comme, non. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé la scène du meurtre de Zod.
Puis personnellement, moi je trouvais que c'était une des plus belles scènes du film. Je comprends toute la difficulté que genre le Superman doit arriver à mener à faire le résultat. Je sais qu'il y en a qui vont dire il aurait pu lever la tête, tout ça. Mais tu sais, quand faut que tu réfléchisses rapidement, puis t'es comme fuck, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de quoi, puis il y a du monde qui sont en danger, ben je trouvais que cette scène-là avait tout un sens, puis je trouvais que c'était beau de voir un Superman que Chris, il voulait pas tuer, mais il avait pas le choix. Pour vrai, moi j'aimais ça. Techniquement parlant, un peu comme pour Batman dans Batman vs Superman, en faisant exploser une station-service, puis la moitié de Smallville, puis la moitié de Metropolis, d'après moi, il y a une couple de personnes. Ouais, c'est ça qui arrive. Mais C'est non officiel. Parce qu'ils veulent que tu y penses pas, c'est ça qui arrive. Ouais, parce que même la trilogie de Nolan, Batman en a une coupe. Ouais, c'est très. Mais tu le vois pas parce que c'est tellement bien amené que tu y penses pas. Ouais, c'est mais comme. BVS, c'est ça qui arrivait. Batman était clairement en train de tuer du monde. Il passe à travers un camion qui explose, puis. Ouais, c'est ça, puis il fait lancer des torpilles avec un gars qui a un char, qui conduit le char. Tu sais, ouais. Mais sinon, le film en tant que tel était poussant. Je pense qu'on a parlé des éléments importants du film. Tout le long du film, je me rappelais, moi, parce que je connaissais Lex Luthor, c'est comme le méchant emblématique, puis. J'étais comme, à un moment donné, ils vont sûrement faire une référence dans le film. J'étais comme, c'est quand ils vont faire référence à Lex Luthor, tu sais. Ils vont-tu le mettre en caméo ou quelque chose? Oui, il y a une référence, tu te rappelles pas? Non. À la bataille finale, à un moment donné, je pense que c'est Zod, il lance un camion d'essence, puis Superman l'attrape, c'est écrit l'escorte dessus en gros. Ouais, c'est comme il y a un satellite aussi, genre dans l'espace, puis c'est écrit One Enterprise. Ouais. Mais c'est des petits caméos, c'est des petits. Mais je m'attendais à un moment donné à voir un élément, tu sais, puis je m'attendais peut-être un camo, genre Lex Luthor dans son building, fait comme, oh, tabarnak, ou tu sais. Ouais. Ou à la fin, il fait genre un discours, Superman était une menace pour Metropolis, on doit le tuer. C'est moi le seul vrai héros de Metropolis. Il n'y avait pas casté encore, fait que c'est peut-être pas. Mais tu sais, ça aurait été un bel exemple, un peu comme quand il a pris Iron Man, puis il l'a mis dans Hulk à la fin, tu sais, j'ai aimé le petit lien. Oh, ouais. Mais reste, le camo, il était évident, mais je veux dire, j'ai aimé la référence, je fais comme, bon, il y a une référence à Lex Luthor, il existe, tu sais, Ouais. puis j'ai aimé ce petit clin d'œil-là. Puis il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, les films de super-héros, il y en a beaucoup. Mais pour les films de. DC, c'est plus modéré. Ouais, ils sont plus épurés là-dessus. C'est moins voyant. C'est moins vaillant, faut que tu cherches plus. Ouais, c'est correct. J'aime ça dans un sens parce que ça me permet de faire des recherches. Faire comme, ah, Des fois, ils vont pas teaser, mais ils vont mentionner comme des personnages qui n'auront jamais probablement leur film aussi. Je trouve ça cool. Tu sais, c'est des détails. Non, mais c'est vrai. C'est pas tous les personnages qui méritent d'avoir un film. Là, genre Green Lantern, Cyborg, Batgirl. Cyborg, j'en ferais pas un. Moi, il m'a dit que ça c'est l'histoire. Moi, ben, j'aurais fait le film Teen Titan, là, mais. En tout cas, on verra bien. Là. Mais bref, je pense qu'on est rendu au moment, à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter. Non. On est rendu au moment de la note. Ouais. Et j'ai hâte de t'entendre. Écoute, ben, comme je n'ai pas le goût de temps de me répéter tant que ça, c'est un film que j'ai apprécié. Il y a ses défauts majeurs, mais il y a ses qualités aussi. Puis je suis capable de trouver plus de qualités que de défauts. Tant qu'à moi, ça mérite une note un peu plus élevée que dans le négatif. Là. Quand tu passes en dessous de 2.5, tant qu'à moi, tu deviens négatif. Là. Pour moi, je donne un 3. C'est un film que j'apprécie malgré tout, malgré tous ses défauts. C'est malheureusement, c'est la suite après qui va me décevoir, mais en tant que tu fais tellement souvent. Je l'ai dit combien de fois dans cet épisode-là. Mais non, c'est un film que j'aime beaucoup, mais sans non plus, sans être un chef-d'œuvre non plus. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé le film. Il y a quelques petits éléments qui m'ont énervé. Comme j'ai dit, la relation Lois Lane et Clark Kent, il nous la lance littéralement. Est en accéléré un peu comme. Je veux pas comparer, c'est pas la même chose en tant que tel, mais ça donne l'image, la relation dans Death Note du couple. Là. Après 3 minutes, ils couchent ensemble. Tu t'ajoutes 15 minutes au film, c'est ça qui arrive. Genre, t'sais. Ça ressemblait pas mal à ça. Là. Puis j'ai trouvé ça très vite. T'sais, surtout à la fin, il arrive, il s'embrasse, la scène cliché comme je dois le faire, il vient de mon monde, j'ai pas le choix. Un peu comme dans Batman Superman à la fin, comme mais pourquoi j'ai pas le choix? Je dois le tuer. Ça peut être Batman qui arrive comme I am Batman! Puis, c'est parce que Superman il est comme une moralité, je dois tuer tout ce qui vient de mon monde. Et reste que le film en tant que tel est super bon, très réfléchissant. Il s'est démarqué des films de super-héros, surtout à cette époque-là. Puis il a redonné le ton à Superman qui avait perdu beaucoup de ses aides de noblesse. Absolument. Et c'était triste surtout parce que les derniers Superman de Christopher Reeve étaient mauvais. Le retour, ils ont voulu faire le retour à Superman Return, c'était mauvais. Il y a Smallville qui a attrapé la sauce, mais ça a pris 5 saisons. Superman avait une image qui avait de la misère. Là. Ouais. Et là, ils ont réussi à retravailler bien et à bien sortir. Donc, j'ai bien aimé. Donc, je donne un 3.5 au film. Donc, j'ai beaucoup apprécié. On va aller au mot de la fin. Ouais. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, Balado Québec. Vous pouvez nous suivre aussi sur le canal Cinéma. Sur le nom de la Ligue de Cinévar. N'hésitez pas à dire des commentaires, à partager. On veut vous entendre. On aime ça améliorer notre émission. On aime ça savoir si vous aimez notre émission. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer avec nous. Et si vous voulez participer à une émission aussi, on a déjà eu 2 invités à notre actif, mais
on est ouvert à avoir d'autres invités. Donc, si vous êtes passionné de cinéma comme nous et qu'il y a un film qui vous intéresse de parler, dites-le nous. Même si vous voulez juste qu'on parle d'un film que vous aimez, dites-le nous. Ça nous ferait plaisir de parler d'un film qui vous intéresse. Nous, on aime tous les genres de films, sauf Max qui aime aucun film, mais ça, il se laisse au plaisir d'essayer. Fuck le cinéma! Ouais, justement, il a passé une entrevue pour être critique cinéma à Radio-Canada. Ils vont trouver trop fin finalement. Ah, il me semblait aussi. Bref, vous pouvez me suivre moi sur Facebook, Mathieu Belprévost. Max peut le suivre sur Twitter et Facebook, Max Taillon. Et ben écoutez, on vous dit à la semaine prochaine, puis restez à l'affût.